Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Brufotech dans laquelle nous parlerons des emballages alimentaires. Cette vidéo s'adresse aux entreprises alimentaires pour les aider à comprendre et réduire l'impact environnemental de leurs emballages. Avant de commencer, sachez que dans les commentaires qui se trouvent sous la vidéo, vous trouverez le lien pour télécharger les diapositives de cette présentation. Vous y trouverez également le découpage de la vidéo qui vous permettra de passer directement au sujet qui vous intéresse le plus. Enfin, vous y trouverez aussi des liens utiles cités pendant cette présentation. Bon visionnage. On va commencer par une introduction pour expliquer pourquoi parler des emballages alimentaires. On va ensuite parler des impacts environnementaux des emballages alimentaires d'une manière assez générale. On parlera ensuite de à quoi faut-il être vigilant pour que les emballages alimentaires soient aux normes d'hygiène, en particulier quand on va s'intéresser à des emballages alimentaires plus innovants, plus récents, qui sont encore peu connus. On va ensuite recevoir Célabore qui va nous présenter un petit panorama des différents matériaux d'emballage qui existent actuellement, en particulier ces fameux nouveaux matériaux dont on a parlé juste avant. Et ensuite, on aura le plaisir de recevoir l'Empoteuse qui va nous présenter une solution concrète d'utilisation d'emballages réutilisables et donc différentes pistes d'action au niveau logistique, suivi de Bringback qui va nous présenter son projet de nettoyage industriel des emballages réutilisables. Après quoi, nous passerons aux conclusions et à une séance de questions-réponses. Je vais commencer par présenter l'ASBL Brufotech pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Brufotech est une ASBL qui est financée par la région bruxelloise pour accompagner les entreprises alimentaires bruxelloises en sécurité alimentaire et en développement durable. Alors cet accompagnement, il peut se faire de plusieurs façons différentes. On peut tout d'abord répondre à des problèmes ponctuels ou des problèmes urgents qui concernent différentes thématiques comme la législation, les informations techniques, etc. Et pour ces services, eh bien, nous sommes gratuits, subsidiés à 100% par la région bruxelloise. Vous, en tant qu'entreprise alimentaire, vous ne devrez rien payer. Si par contre, vous souhaitez mettre en place un système, que ce soit un système en sécurité alimentaire ou en développement durable, dans votre entreprise, eh bien, Brufotech peut vous accompagner pour ça et faire avec vous tous les documents nécessaires et les procédures, et vous serez subsidié à 80%, donc vous ne devrez payer que 20% des frais de conseil. Si enfin, Brufotech vous accompagne, vous avez un système en place, mais vous souhaitez qu'on vous aide à le maintenir en place parce que vous manquez par exemple de ressources en interne, Brufotech peut vous accompagner pour ça aussi, mais vous serez subsidié alors à 50% plutôt que 80%. Pour faire tout ça, Brufotech a adopté une approche de terrain, ça veut dire qu'on va vraiment venir dans votre entreprise, voir comment vous travaillez et vous remettre un système sur mesure qui correspond à vos besoins. Pour ce faire, on va travailler en collaboration étroite avec vous. Donc, on va vraiment prendre des rendez-vous avec vous, se rencontrer et que vous puissiez être autonome sur le système qu'on va mettre en place. Et pour ce faire, il y a une série de conditions. Il faut que vous soyez une très petite ou une moyenne entreprise, que votre siège d'exploitation soit en région bruxelloise et que vous ayez bénéficié de maximum 200 000 € de subsides minimi sur les 3 dernières années. C'est une catégorie de subsides. Brufotech donne aussi des formations et des ateliers en sécurité alimentaire, donc sur différentes thématiques comme l'étiquetage, l'HACCP, des bonnes pratiques d'hygiène, mais aussi en développement durable, comme je le disais. Et donc, on a déjà donné quelques séminaires sur les livraisons à vélo, sur la certification bio, sur l'impact environnemental des aliments. La prochaine sera sur la lactofermentation. Certains de ces séminaires, en tout cas des webinaires, ont été enregistrés et sont disponibles en ligne sur YouTube. Il suffit de taper Brufotech sur la barre de recherche et vous pourrez les trouver. Pourquoi les emballages alimentaires? Eh bien, je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous avez constaté ça aussi, que de plus en plus de consommateurs se soucient de l'impact environnemental de leurs emballages alimentaires. Et pour cause, on peut voir ici l'évolution de la production mondiale annuelle de plastique. Alors ici, c'est tout plastique confondu, ce n'est pas que le plastique pour les emballages, mais on voit que c'est une augmentation exponentielle depuis les années 50. Et cette production génère toute une série de problèmes au niveau environnemental, que ce soit au niveau de la production, mais aussi de la fin de vie. Donc, à titre d'exemple, on peut citer le 6e continent, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou aussi le vortex de déchets du Pacifique Nord. C'est cet amas de déchets sauvages, la plupart sont des plastiques, qui flottent dans l'océan et qui créent des gros problèmes
sur les écosystèmes au niveau de la toxicité. Beaucoup d'entreprises sont donc conscientes de ces problèmes et ont envie de répondre à la demande du consommateur. Et étant donné qu'une bonne partie de ces plastiques sont quand même liés à l'alimentation, eh bien, les PME agroalimentaires veulent savoir ce qu'elles peuvent faire pour améliorer leurs emballages au niveau environnemental. Sauf que beaucoup se sentent démunis, elles ne savent pas très bien où trouver les informations, c'est assez complexe, il y en a beaucoup, on ne sait pas tout à fait toujours comment se retrouver, et donc, quelles sont les solutions, où trouver l'information, mais aussi comment s'y retrouver parmi autant de matériaux, notamment via l'apparition de ces nouveaux matériaux comme les matériaux compostables, biodégradables, intelligents, on dit aussi, ou aussi le retour à des matériaux réutilisables et lavables. C'est ce qu'on va voir pendant ce séminaire. On va donc commencer par les impacts environnementaux des emballages. Et donc, quand on demande au consommateur qu'est-ce qu'il peut faire pour réduire l'impact environnemental de ces aliments, il a tendance à répondre deux choses. Eh bien, c'est moins d'emballage, mais aussi consommer localement. Alors, c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas les seules façons pour le faire, ni les plus impactants. Il existe en fait toute une série d'autres façons de faire pour réduire l'impact environnemental des aliments. Et donc, pour illustrer mes propos, je vais reprendre quelques slides qui viennent de notre séminaire précédent sur l'impact environnemental des aliments. Et donc, si on regarde l'impact environnemental des aliments les plus consommés dans les pays occidentaux et qu'on subdivise cet impact environnemental tout au long de la chaîne alimentaire, eh bien, on voit que les emballages et le transport n'occupent que quelques pourcents par rapport à l'impact total des aliments. Les impacts les plus importants sont avant tout la production agricole, mais aussi, dans une moindre mesure, la transformation. Quelques exemples plus concrets pour voir de quel ordre de grandeur on parle pour les emballages. Eh bien, je vous ai pris une série d'aliments, comme du steak haché de bœuf emballé dans du plastique. Eh bien, on voit que l'emballage n'occupe que 1% de l'impact environnemental du produit au total. Alors ici, j'ai mis EF, c'est le Environmental Footprint, c'est un score que j'ai présenté pendant le webinaire précédent. En résumé, c'est un score qui résume plusieurs impacts environnementaux, notamment au niveau climatique, mais pas que, aussi des impacts en termes d'occupation des sols, en termes de toxicité, et j'en passe. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller consulter notre webinaire qu'on a donné le mois précédent. Alors, d'autres exemples, le fromage de chèvre, on est à 2%, huile d'olive 4%, de lasagne de viande ou aux légumes, on est entre 3 et 6%, dans lesquels les plus importants, généralement, on se situe vers 10% d'impact total de l'aliment est responsable par les emballages. Vous voulez maintenant plus de chiffres plus précis pour les plus curieux. Vous avez ici une série de facteurs d'émission. Donc, c'est combien de kilogrammes de CO2 sont émis par kilogramme d'emballage pour différents matériaux d'emballage. Donc, on commence par ici du métal, du papier, du carton, du plastique, du verre à usage unique ou réutilisable et d'autres matériaux. Et donc, on voit que c'est assez variable. On peut être tenté d'en conclure que le métal est le plus polluant, suivi du plastique en général, et enfin du verre, avec le carton au milieu. Euh, Ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut savoir qu'on parle par kilogramme d'emballage ici. Or, pour une certaine quantité d'aliments, il faut généralement, par exemple, beaucoup plus de verre. On parle généralement de 30 fois plus de verre en masse que de plastique. Et donc, le cas de est-ce plus intéressant d'avoir du verre ou du plastique comme emballage n'est pas toujours aussi évident que ce qu'on peut le penser. Et donc, beaucoup d'études de cas se sont penchées là-dessus. Alors, je vous en présente une ici pour exemple. C'est une étude, un cas d'étude en Oreca où on compare l'impact environnemental entre des boissons emballées dans du verre ou du plastique, donc du PET. Et on voit que ça dépend de plusieurs paramètres. Le premier, c'est évidemment le taux de retour. Donc, au plus les bouteilles consignées sont ramenées et réutilisées, au meilleur sera leur impact sur l'environnement parce qu'il ne faudra pas en reproduire. Mais ça dépend aussi du transport, du moyen de transport et la distance de transport. Et donc, on voit que dans certains cas, lorsque le transport est à grande distance et avec un moyen de transport plus polluant comme le camion comparé au train, eh bien, le plastique peut être plus intéressant que le verre. Je vais en rester là pour les notions d'impact environnemental. Les différents intervenants vont réaborder ces sujets par la suite. Je vais maintenant passer à la sécurité alimentaire. Parce qu'évidemment, quand on pense à changer d'emballage, beaucoup d'entreprises ont peur de ne plus être en règle au niveau de l'hygiène, en particulier quand on parle des emballages réutilisables. Et donc, on va faire ici un petit
on va survoler rapidement la législation au niveau des emballages, au niveau de la sécurité alimentaire, et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour rester aux normes. Le règlement principal, le règlement général pour les emballages, c'est le règlement européen 1935-2004, qui a pour objectif général que les emballages doivent être sans danger pour la santé humaine et ne peuvent pas dégrader l'aliment. Il faudra éviter que l'emballage se dégrade et donc se décompose dans l'aliment, ce qui peut se faire de plusieurs façons, on le verra plus tard. Et donc, il y a une série d'obligations qui sont mises en place pour atteindre ces objectifs généraux. Tout d'abord, tous les matériaux d'emballage doivent figurer dans une liste de substances autorisées qui est renseignée dans ce règlement. Et les matériaux doivent avoir fait l'objet de tests de migration pour s'assurer qu'ils soient sans danger pour le consommateur. Ensuite, les emballages qui sont utilisés pour les aliments doivent être traçables. Et donc, tant au niveau du fournisseur d'emballage, mais aussi de vous en tant qu'utilisateur, vous devez pouvoir tracer vos emballages depuis la réception jusqu'à leur sortie vers vos clients. Les fournisseurs d'emballage doivent vous remettre une déclaration de conformité. C'est un document qui est très important. Je vous montre ici un exemple de ce document. C'est une sorte de fiche d'identité qui vous donne une série d'informations importantes sur le produit, notamment tout ce qui concerne les spécifications liées à leur utilisation. Dans quelles conditions peut-on les utiliser, à quelle température et avec quels aliments essentiellement. Ce qui veut dire que lorsque vous achetez un emballage, vous devez bien demander à votre fournisseur une série de documents et bien les lire évidemment. C'est avant tout la déclaration de conformité, mais aussi les tests de migration qui ont été réalisés, et enfin les fiches techniques et les instructions d'utilisation pour ces matériaux d'emballage. Il faut aussi que vos emballages soient aptes pour l'utilisation alimentaire, et donc ça, c'est attesté par une mention qui va se trouver quelque part sur l'emballage, soit convient pour les aliments, ou des symboles comme le pictogramme que je vous montre ici, qui renvoie explicitement au fait qu'ils sont compatibles pour un usage alimentaire. D'autres textes législatifs, je ne vais pas aller en détail ici, ils vont dépendre des différents matériaux en question, mais vous les avez ici pour information et vous pouvez aller les consulter s'ils concernent vos matériaux d'emballage. Maintenant, voir quels sont les risques d'une manière générale pour les emballages que vous allez utiliser. Et donc, ces risques, on va les classer en 3 catégories en fonction de la contamination qu'ils peuvent provoquer. Ce sera soit une contamination physique, et donc c'est la génération de particules coupantes qui peuvent blesser le consommateur. Une contamination chimique, et donc là, c'est des composés toxiques qui partent depuis l'emballage et qui peuvent se retrouver dans les aliments. Et enfin, une contamination microbiologique, là, c'est des germes qui sont présents sur l'emballage et qui vont contaminer les aliments et se développer et devenir potentiellement toxiques pour le consommateur. Donc ici, on va voir les risques par catégorie de matériaux. Donc, c'est les principaux risques. On n'aura pas le temps d'être très exhaustif. Il faut savoir que même 2 emballages en verre auront des utilisations et des points d'attention différents. Mais donc ici, on va donner les risques généraux. Quels sont les points d'attention à avoir pour respecter un maximum la sécurité alimentaire des aliments? Le verre, il est heureusement inerte. Ça veut dire que vous avez absolument aucun risque de migration de composés chimiques depuis le verre vers vos aliments. Par contre, vous avez un risque important de bris de verre. Si vos verres se cassent ou se fissurent, ils sont susceptibles d'éclater et donc ces bris de verre, qui sont généralement peu visibles puisqu'ils sont transparents, peuvent se retrouver dans les aliments qui sont non emballés ou dans les emballages qui sont non protégés également. Et donc, il faudra faire attention à utiliser des matériaux résistants et adaptés, mais aussi à mettre des procédures en place pour savoir quoi faire lorsqu'il y a du bris de verre ou les éclats de verre qui sont générés dans votre entreprise, en particulier dans les lieux de production. Pour le métal, on va faire attention, certains métaux sont inertes, mais beaucoup n'en sont pas, et donc peuvent par exemple rouiller ou générer de la limaille, donc c'est des petits morceaux de métal qui peuvent couper le consommateur. L'inox est inerte, mais attention, il y a d'autres métaux comme l'aluminium pour lesquels ils sont bons dans la plupart des cas, mais dans certains cas, ils vont avoir des migrations de composés toxiques, notamment quand ils sont en contact avec des aliments acides ou des aliments liquides très salés, auquel cas il ne faut pas utiliser l'aluminium.
Passons maintenant à la céramique. Donc la céramique, c'est un matériau qui est inerte comme le verre, mais il faut faire attention parce que dans certains cas, il y a une fine pellicule en plastique qui peut le recouvrir et qui, elle, peut provoquer des migrations de composés toxiques. Donc il faudra bien lire la fiche technique de vos emballages en céramique. Et comme le verre, il faudra faire attention aux bris et aux éclats de verre, de céramique. Passons maintenant au papier et carton. D'une manière générale, ce sont des emballages relativement sûrs, mais il faudra faire attention à d'éventuelles migrations de colle ou d'encre qui pourraient provenir du carton, ce qui est surtout présent, enfin ce qui est probablement plus présent lorsque les matériaux sont recyclés ou qu'ils n'ont pas de film pour les protéger et les recouvrir. Si vous utilisez des matériaux en bois, eh ben, voilà, je pense que vous le savez plus ou moins tous, le bois est fortement déconseillé au niveau hygiène parce qu'il y a un risque de génération d'échardes, mais aussi des fissures d'usure qui peuvent rendre plus difficile leur bon nettoyage. Et donc, à ce niveau-là, il faudrait aussi faire attention au niveau des vernis ou des traitements qui auraient été appliqués, faire attention que ce soit bien des traitements qui sont aptes à l'usage alimentaire, donc encore une fois, bien lire la fiche technique, et de préférence utiliser des essences qui sont bien résistantes et leur donner un bon entretien. Et enfin, le plastique. Eh bien, vous avez ici des risques de migration en fonction de la température et des substances qui sont en contact. Donc, encore une fois, bien lire la fiche technique. Et vos plastiques rigides sont susceptibles d'avoir des bris qui, comme le verre, peuvent aller assez loin et être difficilement détectables. On va maintenant voir des risques plus généraux liés à leur manutention. Lorsque vous réceptionnez des conditionnements, quand ils sont neufs, il faudra bien vérifier qu'ils soient en bon état et notamment qu'ils soient bien propres. Et lorsque vous recevrez des conditionnements usagés, il faudra vérifier qu'ils soient bien en bon état, donc qu'ils soient bien intègres et toujours bien fonctionnels. Donc que les couvercles referment toujours bien, qu'ils soient toujours bien hermétiques. Lorsque et que vous les transportez, il faudra faire toujours attention à séparer le propre du sale. Là, ici, je fais surtout référence au retour des emballages utilisés, qu'il faut toujours considérer comme étant sales, et donc on ne peut pas ranger avec les aliments ou avec les emballages propres. Donc ni en contact avec, ni au-dessus, parce que des particules pourraient tomber dans les aliments et les emballages propres. Pour vos emballages propres, on vous recommande de bien les protéger de la casse et donc les ranger dans des endroits stables et bien sécurisés, mais aussi de les protéger des différentes sources de contamination, que ce soit les poussières, les bris de verre, comme je disais, les germes ou les nuisibles. Et dans cette optique-là, on vous recommande de soit filmer vos emballages, soit les emballer et donc les protéger dans des caisses ou les ranger à l'envers pour ne pas que les poussières tombent dedans. Au niveau de l'utilisation, comme je disais, pour rappel, bien respecter la règle de traçabilité et aussi régulièrement vérifier que vos emballages soient toujours en bon état, donc fonctionnels, intègres et propres. Maintenant du nettoyage. Alors, il y a différentes températures qu'il est important de bien respecter pour que vos emballages soient bien nettoyés et donc n'aient plus de saleté, mais aussi pour bien éliminer les germes qui sont encore présents dessus. Et donc, les températures idéales de nettoyage sont de 55 degrés minimum pour le nettoyage et on recommande de monter à 85 à 95, à 90 degrés pardon, pour le rinçage pour bien tuer tous les germes qui sont encore dessus. Il faudra faire suivre ça par un séchage pour s'assurer qu'il n'y ait pas des moisissures qui se développent et donc laisser sécher vos emballages à l'air libre. Le nettoyage concerne aussi les emballages rendus par le consommateur. Donc même si un consommateur vous rend un emballage qu'il dit avoir nettoyé, vous n'avez aucune garantie si cet emballage a été correctement nettoyé ou non à bonne température et donc c'est vraiment primordial de laver tous les emballages qui sont rendus par le consommateur et que vous comptez réutiliser évidemment. Donc les petits points d'attention au niveau du nettoyage, c'est qu'il faudra faire attention aux variations de température trop importantes et donc assurez-vous bien que vos emballages puissent bien supporter cette température nécessaire de nettoyage. Aussi, attention aux détergents, faire attention que vos détergents soient aptes aux températures de nettoyage dont j'ai parlé, mais aussi qu'ils ne soient pas corrosifs et qu'ils n'attaquent pas vos emballages, et donc respectez bien la concentration indiquée sur la fiche technique. Et aussi, attention à ne pas recontaminer lors de l'essuyage. Comme je disais avant, l'idéal est de laisser sécher à température, à l'air libre, pardon. Mais si vous souhaitez l'essuyer, attention à bien changer d'essuie régulièrement. Enfin, au niveau du bois, encore une fois, vous pouvez l'utiliser, même s'il est déconseillé,
Cependant, si vous l'utilisez pour du lavage en lave-vaisselle, attention, il a tendance à se dégrader assez rapidement et donc il faudra être très vigilant à ce qu'il reste en bon état après chacun des lavages et donc faire des inspections du bois assez régulièrement. Voilà, j'en ai terminé pour la sécurité alimentaire et donc je vais laisser la parole à Jean-Michel Thomasin de Célabore qui va nous faire un petit panorama des différents matériaux d'emballage. Oui, ben, bonjour à Jean-Michel, tous. c'est à vous. Donc, je vais partager ma présentation. J'espère que ça va aller. Est-ce que vous la voyez bien en diaporama? On voit très bien, oui. Oui, OK. Parfait. Donc, je me présente. Je suis Jean-Michel Thomasin. Donc, je viens de Célabore. On est un centre de recherche spécialiste dans l'économie circulaire et la bioéconomie de différents types de matériaux et notamment des matériaux d'emballage. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les activités de Célabore. Et donc, je vais d'abord commencer par cette présentation où on va parler de ces emballages alimentaires et qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir cette transition écologique ou en tout cas avoir un impact environnemental plus faible de ces emballages dans l'avenir. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on parle de transition écologique? Ben, comme l'a dit Romain tout à l'heure, ben, il y a de plus en plus de consommateurs qui sont intéressés par cet impact environnemental, mais aussi il y a de nombreuses réglementations qui arrivent qui imposent de faire une transition vers des emballages qui sont moins impactants environnementalement. Et ici, on voit différentes réglementations en fonction de leur année d'application. Donc là, c'est pour la France, mais en Belgique, ce sont des dates qui sont relativement similaires. Et ce qui est important de savoir, c'est que ben, les emballages à usage unique vont être de plus en plus proscrits. Et notamment, il y a une date de 2030 où tous les emballages, notamment en plastique, devront être soit réutilisables, soit recyclables et de ne plus avoir des emballages qui sont à usage unique. Et notamment, et là aussi c'est un cas qui est en France, c'est que si on prend le cas des fruits et légumes, eh bien il y a des réglementations qui arrivent qui interdisent même l'utilisation de n'importe quel plastique pour les emballages pour fruits et légumes. Alors c'est 2022 pour certains fruits et légumes, donc la plupart des fruits et légumes qui ne demandent pas des protections importantes, mais il y a d'autres dates qui arrivent à 2025 et 2030 pour qu'à terme, ben, vraiment plus aucun fruit n'utilise des emballages à base de plastique. Donc il y a vraiment un besoin qui va être de plus en plus urgent de faire cette transition écologique pour les emballages de manière générale, mais les emballages alimentaires plus particulièrement. Alors, au niveau de l'aspect écologique, il y a deux aspects importants à prendre en considération. Il y a l'aspect bilan carbone, donc c'est d'avoir des emballages qui ont un impact plus faible au niveau de la génération de CO2 et donc un impact sur le climat le plus faible possible. Donc ça, c'est le premier aspect. Et ici, on voit une pyramide de ce qui est le plus intéressant de faire pour réduire ce bilan carbone de cet emballage. Et on voit que ben, le, le, plus intéressant est ben, de diminuer, voire d'éliminer complètement l'emballage. Bon, pour certains cas, c'est possible, mais pour la plupart des aliments, c'est impossible, on verra plus tard. Mais on voit que ben, ce qui est privilégié, c'est vraiment la réutilisation et le recyclage, avant même forcément l'incinération, mais aussi le compostage. Donc le compostage est vraiment, il y a quelques années, c'est ce qu'on essayait de privilégier, euh, euh, mais au niveau du bilan carbone, c'est vraiment ce qu'il faut éviter à tout prix. C'est vraiment le recours, c'est vraiment le dernier recours. Il faut vraiment plutôt privilégier la réutilisation et la recyclabilité. Et juste pour vous dire que les emballages compostables ne sont plus forcément privilégiés, ben maintenant il est interdit de mentionner le terme biodégradable ou compostable sur un emballage, tout simplement parce que il a été remarqué que lorsqu'il y avait cette appellation, ben les gens le jetaient dans la nature sans faire attention. Donc c'est vraiment interdit. Donc ici, en résumé, réutilisation et recyclabilité, ça c'est au niveau du bilan carbone. Donc là, c'est vraiment si on ne regarde que cet aspect écologique. Maintenant, bah, comme Romain l'a mentionné tout à l'heure,
il y a quand même ce problématique, ce deuxième aspect écologique, c'est la génération de déchets ou de produits toxiques à long terme dans la nature si les emballages ne sont pas collectés à leur fin de vie pour pouvoir être recyclés ou réutilisés. Et donc ici, comme exemple, ce sont cet océan de détritus ou ces microplastiques qui qui peuvent se retrouver à terme dans les milieux marins. Et donc ici, ben, en considérant donc ces deux aspects, le bilan carbone et les générations de déchets, ben, l'intérêt, ce serait d'avoir quelque chose. Donc, il faut toujours privilégier l'aspect carbone, donc réutilisable ou recyclable, et puis, si possible, avoir quelque chose qui, avec la recyclabilité et la réutilisation, puisse être éventuellement biodégradable pour éviter aussi ces générations de déchets. Et alors, avant de continuer dans la présentation, là, je reviens sur un aspect que Romain a aussi abordé tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas oublier que pour l'impact environnemental de l'emballage est beaucoup plus faible que l'impact environnemental de l'aliment lui-même. Et en moyenne, c'est plus de 90% de l'impact environnemental vient de l'aliment plutôt que de l'emballage. Donc, ce qui est important, c'est que dans cette transition écologique, et on reviendra plus tard, des emballages, il faut aller vers. Donc ici, en gros, c'est l'impact d'un emballage actuel. On peut essayer de réduire certains paramètres, comme par exemple l'épaisseur de l'emballage, pour essayer de réduire son impact environnemental et essayer d'arriver jusqu'au minimum, mais ne pas aller, parce que en diminuant l'épaisseur ou un autre paramètre, on diminue la qualité de protection de l'aliment et on risque d'aller vers un gaspillage alimentaire et donc là, aller réaugmenter fortement l'impact environnemental. Donc il faut faire très attention dans cette transition écologique, d'être sûr que l'emballage joue toujours bien son rôle de protection de l'aliment. Et ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est que dans les emballages alimentaires, il ne faut pas oublier que l'emballage a vraiment de nombreuses fonctions. Et donc, une de ces fonctions, c'est avoir l'impact environnemental le plus faible possible. C'est ce qu'on discute aujourd'hui. Mais en regardant cet aspect-là, ben, il ne faut surtout pas négliger les 6 autres fonctions de l'emballage, et notamment les premières ici, les 1, 2, 3, qui sont le rôle de protection de l'aliment via l'oxygène, l'eau qui peuvent dégrader l'aliment ou avoir des contaminations biologiques. Et donc, et pourquoi c'est important? Ben, on revient sur ce que l'on a dit précédemment, c'est que ben, il faut absolument éviter tout gaspillage alimentaire. Et donc, pour réellement voir quelle est la solution la plus écologique possible pour votre aliment, il faut faire une analyse de cycle de vie globale. Donc, pas seulement l'analyse de cycle de vie de l'emballage, mais l'analyse de cycle de vie du couple emballage-aliment, parce que il faut avoir le plus faible impact de manière globale, c'est-à-dire que la solution plus écologique d'emballage utilisée permet de garder toujours la même durée de conservation de manière à ne pas avoir de génération de gaspillage alimentaire. Et alors, ici, ben, en sachant ça, avec ces différents aspects de l'importance de la protection, privilégier la recyclabilité et la réutilisation, et éventuellement avoir ces caractères biodégradables de manière à ne pas avoir ces déchets, ben, quelles sont les solutions les plus écologiques? Alors ici, pour la première partie de cette présentation, je vais surtout regarder au niveau de l'aspect bilan carbone. Et donc, on va regarder les 3 principaux types d'emballage, donc les emballages métalliques, les emballages en verre et les emballages en plastique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un aspect que Romain a aussi abordé tout à l'heure. C'est-à-dire que, bon, comme je disais, il faut surtout regarder la réutilisation et la recyclabilité. Et alors, si on regarde ceci, recyclable ou réutilisable, bien, le verre et le métal sont bien meilleurs sur cet aspect-là que le plastique. Donc, on pourrait penser c'est ce sont le verre et le métal qu'il faut privilégier. Sauf que si on regarde l'impact ou la production de CO2 lors de la production
et surtout au niveau de l'utilisation, parce qu'il faut savoir que le plastique est d'une part déjà beaucoup plus léger que le verre et le métal, mais aussi, comme a mentionné Romain tout à l'heure, il faut beaucoup moins en poids de matière plastique pour pouvoir protéger efficacement l'aliment. Et donc, au final, ce qu'on se rend compte, c'est que le plastique, dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas forcément, mais dans beaucoup de cas, c'est l'emballage qui a la plus faible impact environnemental. Et surtout, et c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est surtout si on, on arrive à le rendre recyclable, voire réutilisable. Dans le cas du plastique, c'est surtout, on va dire, recyclable. Mais réutilisable est aussi une option possible. Alors ici, ben, justement, par rapport à ces plastiques qui, au niveau de l'impact carbone, sont dans beaucoup de cas les meilleurs, mais comment est-ce qu'on peut améliorer cette recyclabilité? Alors, petite information, petite aparté, c'est pourquoi est-ce que les emballages plastiques sont plus difficilement recyclables que le verre et le métal. Ben, c'est parce que ben, les aliments, ils demandent, comme on a vu, l'emballage doit avoir plusieurs fonctions. Il doit avoir des protections vis-à-vis de différents médias, notamment par exemple l'oxygène et la vapeur d'eau. Ben, en général, il n'y a pas un seul plastique qui peut protéger de ces deux composés. Ici, ce sont les barrières oxygène et les barrières à la vapeur d'eau. Donc, idéalement, il faudrait se trouver ici. Il y a un polymère qui peut fonctionner, mais lui, il est banni parce qu'il est relativement toxique. Sinon, la seule manière d'y arriver, ben, c'est de combiner un polymère qui a une très faible barrière à la vapeur d'eau, comme le polyéthylène, avec un polymère VOH qui a une très faible barrière à l'oxygène. Et là, c'est grâce à l'utilisation de multicouches et donc de multimatériaux. Donc, si pour ceux qui utilisent des emballages plastiques pour leur aliment, ben, vous verrez que dans la fiche technique, vous verrez qu'il y a souvent plusieurs matières et plusieurs couches dans l'emballage. Et ceci, même si certaines combinaisons sont recyclables, c'est beaucoup plus difficilement recyclable, voire pas du tout recyclable. Et donc, il faudrait arriver à justement aller vers une transition vers des emballages plastiques qui, eux, pourront être beaucoup plus facilement recyclables. Alors, pourquoi est-ce que les multicouches ne sont pas recyclables? Ben, ici, on voit un multicouche avec deux polymères, cas basique. Si on le recycle, on le remet en forme et on le remélange, et ben, les phases du polymère B, du deuxième polymère, vont impacter négativement les propriétés mécaniques de la matrice de polymère A en bleu. Et donc, ça rend impossible la recyclabilité puisque les propriétés seront vraiment très faibles. Alors, comment résoudre ce problème-là? Ben, une des possibilités, c'est de délaminer. Donc, il y a des études qui se font et donc de séparer les différents types de couches. Pour l'instant, il y a des technologies qui se mettent en place. Pour l'instant, c'est a priori encore un peu coûteux, mais ça peut devenir compétitif dans le futur. Et l'autre option, ben, c'est de réduire fortement la deuxième couche qui apporte les propriétés barrières. Donc ici, par exemple, c'est des couches d'aluminium ou de SiOX ou alors de EVOH. Et ici, il y a des solutions qui existent, c'est-à-dire des solutions qui ont les propriétés barrières pour protéger l'aliment, mais tout en étant considéré comme monomatériaux et être recyclable. Donc ça, c'est des solutions qui existent. Le petit bémol, ben, comme on a réduit l'épaisseur, les propriétés barrières sont légèrement plus faibles. Et donc là, il faut toujours bien vérifier qu'on est toujours dans des capacités de protection suffisantes pour éviter le gaspillage alimentaire, comme dit précédemment. Et donc ici, voilà, pour améliorer la recyclabilité et donc avoir des emballages plastiques avec un moins grand impact environnemental, il faut aller vers des monomatériaux, donc c'est-à-dire un seul type de polymère, un seul type de plastique, ou alors une seule fine couche en surface. Alors, quelles sont les matières, quelles sont celles à privilégier? Ben, il faut privilégier les types de plastique qui sont recyclés et donc qui ont des filières de recyclage déjà actives en Europe et principalement en Belgique. Et si à l'heure actuelle, ben, ce sont le PET, le polypropylène, certains types de polystyrène et le polyéthylène. Donc ça, ce sont en gros les polymères à privilégier parce que ce sont eux qui seront le plus efficacement recyclés. Par contre, pour la recyclabilité, il y a deux types de recyclabilité. Il y a ce qu'on appelle la vraie économie circulaire, c'est-à-dire que
un emballage un matériau est utilisé pour faire des emballages, ils sont triés, ils sont recyclés et peuvent être réutilisés pour refaire des emballages. Donc ça, c'est le cas idéal, mais ce n'est seulement que pour les polymères qui sont suffisamment propres pour pouvoir être réutilisés dans la manière, pour être réutilisés dans le domaine des emballages alimentaires. Mais dans beaucoup de polymères, on verra ici, en fait, on a une économie circulaire secondaire. Donc, c'est recyclé pour d'autres applications, parce que là, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'avoir une propreté ou une pureté suffisante. Et on voit ici, donc, l'idéal, c'est d'avoir cette économie circulaire réelle, parce que ici, dans l'économie circulaire secondaire, ce qui se passe, c'est que la voie de recyclage, les autres applications doivent suivre le rythme de génération de déchets de ces emballages alimentaires. Et comme c'est des volumes très élevés, ben, ça risque cette économie circulaire de saturer et donc de ne plus avoir de débouchés pour les emballages alimentaires. Donc idéalement, il faut avoir cette économie circulaire, cette vraie économie circulaire. Et ça, ce sont le polyéthylène terephthalate qui est le plus avancé dans ce domaine-là. Il y a de nombreux matériaux qui commencent à arriver, qui ont un pourcentage de matière recyclée dedans. Et donc, quand c'est possible, et notamment ce sont un peu les barquettes transparentes, ben, il vaut mieux privilégier les barquettes en polyéthylène terephthalate par rapport aux barquettes à base de polyoléphine. Ben, il y a des méthodes de purification qui sont en cours de développement pour essayer de rendre ces polyolépines aussi complètement circulaires. Mais ça, c'est encore en développement, c'est que ce n'est pas pour tout de suite. Donc, en gros, privilégier plutôt tous les matériaux à base de polyéthylène terephthalate. Donc ici, voilà en gros ben, les choix à faire lorsqu'on regarde surtout le bilan carbone. Donc, en gros, ben, voir en fonction de la nécessité de cycle de vie, voir si c'est le métal, le verre, et si c'est le plastique, essayer de privilégier ce qui est recyclable et donc à base de polyéthylène terephthalate. Maintenant, si on prend en considération le deuxième aspect écologique, c'est-à-dire la génération de déchets ou produits toxiques à long terme s'ils ne sont pas collectés, et ça, les trois emballages que j'ai mentionnés ne sont pas, ne conviennent pas parce qu'ils ne sont pas du tout dégradables et génèrent des déchets dans la nature s'ils ne sont pas collectés. Et alors, quelles sont les solutions? C'est d'avoir des emballages qui sont biodégradables, donc qui vont pouvoir se dégrader. Et donc là, il y a deux alternatives qui se mettent en place. Ce sont ce qu'on appelle les plastiques biodégradables et puis les emballages à base de fibres naturelles, c'est-à-dire tout ce qui est papier, carton. Mais le point important, il ne faut pas oublier, donc idéal, c'est tenir compte de ce deuxième aspect, mais il faut absolument tenir compte aussi du premier aspect. Donc la recyclabilité doit être préservée. Donc c'est quelque chose à prendre en considération en deuxième lieu, c'est-à-dire essayer d'avoir cette caractéristique de biodégradabilité si on a la recyclabilité. Alors ici, si on regarde la première solution, sont les bioplastiques. Donc ce sont des polymères soit naturels, soit biodégradables, mais donc l'important c'est de considérer tout ce qui est polymère biodégradable. Donc ça, c'est une solution qui pourrait fonctionner dans l'avenir, mais le problème, c'est qu'ils ont encore quand même pas mal d'inconvénients. D'une part, ils sont plus chers, et surtout, il n'y a pas de filière de recyclage actuellement possible. C'est-à-dire que pour l'instant, les bioplastiques ils sont dans des flux qui sont trop faibles, et donc les recycleurs ne s'intéressent pas à ces flux qui sont trop faibles, et c'est seulement quand le flux de ce type de matière sera suffisante que les recycleurs s'y intéresseront et rendront la recyclabilité. Donc à l'heure actuelle, les bioplastiques, ce n'est pas vraiment une solution écologique à privilégier du tout. Ça pourra le devenir plus tard quand la filière de recyclabilité sera mise en place. Par contre, les autres types de matériaux, les matériaux à base de papier-carton, là, ils ont l'avantage, d'une part aussi d'être biosourcés, hein, ce sont de la cellulose, hein, qui sont très disponibles dans la nature. Ils ont la possibilité d'être biodégradables et aussi et surtout, ils ont la possibilité d'être recyclables.
Par contre, ben, les matériaux à base de papier carton, ils ont des très mauvaises propriétés barrières. C'est des matériaux qui sont poreux. Donc, ils sont très mauvais pour la protection de l'aliment. Donc, si on veut, donc, ils sont très bons pour tout ce qui est emballage secondaire de l'alimentaire, donc ceux qui demandent, enfin, qui n'ont pas de rôle de protection de l'aliment. Par contre, quand il y a besoin de aussi protéger l'aliment, eh ben, on est obligé de rajouter un revêtement pour apporter ces propriétés de protection. Alors ici, il y a beaucoup de solutions qui existent actuellement où ben, il y a un film, en général en plastique ou en aluminium ou en cire, qui sont rajoutés à la surface de carbone du papier carton. Alors le problème, c'est que ben, avec ce film qui est rajouté, ben, on n'est pas à 100% compostable parce que la partie plastique, elle, ne sera pas biodégradable. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on réduit quand même le poids du plastique et donc le poids des déchets qui seront générés, parce qu'en général, on parle d'un film plastique qui est aux alentours de 70 microns, enfin, ou de 40 à 70 microns, tandis que quand on combine avec du papier carton, on descend à 10 microns. Et puis, donc ça, c'est une solution qui existe déjà actuellement, donc c'est quand même pas la solution idéale. Par contre, il y a beaucoup, et on verra ça plus tard, beaucoup de développements qui se font actuellement pour inclure à la surface de ces papiers carton des revêtements en matière biosourcée, donc des biopolymères qui vont apporter ces propriétés de protection tout en gardant la biodégradabilité de l'emballage complet et aussi, parce que ça c'est l'aspect qui est important, c'est de garder la recyclabilité du matériau. Ça c'est l'aspect important. Et donc il faut absolument s'assurer que l'emballage reste recyclable. Donc ici aussi, il y a des solutions commerciales qui commencent vraiment à arriver et qui sont encore pour l'instant encore un petit peu chères, mais dont le prix diminue fortement plus le volume de production seront élevés. Et alors, ce qui est important à mentionner, c'est que, comme je dis, il faut absolument que la recyclabilité de ces emballages de papier carton soit toujours assurée. Et le caractère recyclable est en train de changer, les critères de recyclabilité sont en train de changer. Avant, il suffisait que dans l'emballage, il y ait plus de 80 à 85% de l'emballage, de poids de l'emballage qui soit à base de papier carton. C'était la seule critère. Mais maintenant, il faut s'assurer que ces 80 à 85% de papier carton puissent être repulpés, c'est-à-dire remis en solution pour pouvoir régénérer des emballages en papier carton par après, donc pouvoir être réellement recyclables. Et donc ça, c'est très important parce qu'il y a de nombreux développements qui se font actuellement, des solutions qui arrivent, qui disent que c'est recyclable, mais c'est seulement recyclable selon les anciens critères. Et il faut vérifier qu'il soit toujours bien recyclable avec ces nouveaux critères. Et alors, pour info, je reviendrai plus tard, mais chez nous, à Célabore, on fait ces tests de vérification de la recyclabilité via ces nouveaux critères. Et donc, si vous avez l'intention d'aller vers des emballages à base de papier carton, il est peut-être préférable de vérifier que ces critères comment dire, qu'on répond bien aux critères de recyclabilité. Et donc, justement, ces emballages à papier carton, on dit, ils ont quand même pas mal d'intérêt parce que, comme je dis, il y a la biosource, ils sont biosourcés, ils peuvent être compostables, ne pas générer des déchets, et recyclables, et d'avoir un aspect bilan carbone qui reste relativement faible. Et nous, chez Salabor, on est membre d'une alliance qui s'appelle Forever Green, qui regroupe tous les acteurs du domaine des papiers cartons pour améliorer la circularité des emballages à base de fibres naturelles et donc justement s'assurer que toutes les solutions développées sont bien recyclables. Et ici, juste pour mention, dans cette alliance, voici une partie des entreprises qui font partie de cette alliance. Et donc, il y a un vrai intérêt, quand vous voyez, c'est vraiment les plus gros groupes qui s'intéressent à ces emballages en papier carton qui sont de plus en plus prometteurs. Et ici, il y a des solutions qui commencent à apparaître. Par exemple, ici, c'est une solution développée par Nestlé
ou c'est en papier qui est recyclable, qui soit compostable et qui soit suffisamment protecteur pour être utilisé comme emballage primaire, c'est-à-dire en direct contact avec l'aliment, avec les capacités de protection suffisantes. Et donc ça, ici, il y a de plus en plus de ce type de matériaux qui commencent à être mis en place. Donc voilà un petit peu la présentation que je voulais faire. Donc en conclusion, bien, quelles sont les solutions à privilégier pour avoir un meilleur impact environnemental? Ben, si on regarde le bilan carbone, voici ce qui, je remets la pyramide, donc, privilégier la réutilisation et la recyclabilité. Donc il y a plusieurs types de matériaux qui peuvent être envisagés. Donc il n'y a pas de, pour un emballage, pour un type d'aliment, une solution directe. Enfin, il n'y a pas de, de, de réponse claire à savoir laquelle il faut privilégier. Mais on sait que les plastiques monomatières peuvent être très intéressants au niveau euh, euh, du bilan carbone, si on assure bien la recyclabilité comparé au métal et au verre. Et le papier carton est aussi très intéressant parce qu'en plus de ce bilan carbone relativement faible, grâce à sa recyclabilité, eh bien, il peut limiter la génération de déchets dans la nature. Mais il faut faire attention. Donc, il faut faire, comme je disais, une analyse de cycle de vie global pour vraiment savoir quelle solution choisir. Et donc, si on regarde éviter cette génération de déchets, les papiers carton avec un revêtement biodégradable, ne limitant pas la recyclabilité, sont des emballages qui peuvent être très, très intéressants si on assure bien la recyclabilité. Et je rappelle aussi cet aspect de faire attention que ben, ces emballages plus écologiques sont souvent moins protecteurs et donc éviter tout gaspillage alimentaire. Alors pour terminer, juste un petit mot pour chez Célabore. Donc nous, on est un centre de recherche, on est accrédité ISO 17025, donc surtout dans l'économie circulaire et la bioéconomie, et dans différents secteurs. Donc là, je ne rentre pas dans les détails parce que je vois que j'ai déjà parlé pas mal de temps, mais on a un département matériaux qui est spécialiste dans différents types de matériaux, mais surtout dans les emballages, où on fait toute une série de caractérisations des emballages, que ce soit les propriétés mécaniques, les propriétés barrières ou le contact alimentaire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un département alimentaire, et donc on est, grâce partenaire idéal pour justement trouver ce bon emballage écologique tout en évitant le gaspillage alimentaire grâce au suivi de l'aliment, ou la qualité de l'aliment au cours du temps que l'on peut faire grâce à ce département nutrition. Un autre petit point que je voulais aborder, c'est que nous, on est en collaboration avec FOSPlus et Valipac pour faire des diagnostics emballage, où on passe une demi-journée chez vous. Donc, c'est gratuit pour tous les clients FOSPlus et ou Valipac. Et on passe une demi-journée chez vous avec des membres de FOSPlus et Valipac. On regarde les emballages que vous avez, les différents types d'emballages, et on vous conseille sur des choix écologiques à faire pour améliorer votre impact environnemental. Et un autre aspect aussi, si vous connaissez la technologie haute pression, c'est quelque chose qu'on sait faire chez Célabore. Donc, ça permet de faire la pasteurisation à faible température. Et ça permet vraiment d'améliorer la conservation de l'aliment. Et donc, grâce à ce type de protection, de traitement, on améliore la stabilité de l'aliment, eh bien, on peut se permettre d'avoir des emballages un petit peu moins protecteurs parce que l'aliment est plus protégé à la base, enfin, est plus stable à la base. Et donc, ça aussi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, donc si vous avez des questions, je pense que avoir mis quelque part mes contacts, enfin, Oui, tout à mon fait. adresse mail pour me contacter. Merci beaucoup, Jean-Michel. On prendra la séance de questions-réponses à la fin de la séance. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une remarque de Marie de Lampoteuse pendant votre présentation, et c'est vrai que c'est important à préciser. Lorsqu'on compare l'impact environnemental du verre et du plastique, c'est important de considérer si le verre est à usage unique ou s'il est réutilisé.
évidemment, pour chaque réutilisation, on réduit fortement son impact environnemental. Il y a juste à ajouter l'impact environnemental du transport et du nettoyage, mais plus celui de la fabrication du matériau. Oui, mais c'est ça, mais c'est comme disait, il faut faire une analyse de cycle de vie, comme l'étude que vous avez montrée tout à l'heure, en fonction du cycle de récolte, en fonction du nombre de kilomètres, etc. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse claire entre verre, plastique ou papier carton ou quoi. Il faut vraiment regarder au cas par cas, en fonction de son utilisation, du type de poids qu'il faut et de l'efficacité de la collecte, etc., pour savoir quel emballage privilégier. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui. Je vais reprendre le partage d'écran. Si vous souhaitez en savoir plus, comme l'a dit Jean-Michel, ben, Celabor peut vous accompagner. Sachez qu'il existe d'autres structures qui peuvent vous accompagner pour le choix de vos emballages. Il y a aussi Pack It Better, Pack for Food, Valipack, FOS Plus et Wagraline. Toutes ces institutions peuvent vous conseiller. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux si vous souhaitez en savoir plus sur l'impact environnemental de vos emballages. Petit complément d'information, sachez qu'il existe différents labels sous les emballages. Notamment des labels qui certifient que votre emballage est compostable, que ce soit à domicile ou en milieu industriel, mais aussi des labels qui certifient si votre emballage est biodégradable. Donc attention, ce n'est pas la même chose. Compostable, c'est dans des conditions bien déterminées. Biodégradable, compostable, c'est souvent dans des conditions industrielles ou à la maison, mais ça dépend vraiment des cas. Au niveau biodégradable aussi, ça peut être fait dans l'eau ou dans le sol. Ça va aussi certifier si votre aliment est biobasé, donc c'est-à-dire s'il a été fabriqué à partir de matières végétales. Et pour les papiers et les cartons, ben, il existe les labels bien connus de FSC et PEFC qui certifient que les forêts ont été gérées durablement ou qu'il y a une utilisation d'un certain pourcentage de papier recyclé. Alors, on l'a vu, une des solutions qui est souvent très intéressante, c'est d'avoir des emballages réutilisables. Et donc, on dit souvent le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Et donc, souvent, les meilleures solutions sont soit de ne pas emballer ou de réutiliser ces emballages. Comme l'a dit Jean-Michel, je pense important de le réinsister, c'est vrai, mais à condition de ne pas générer davantage de gaspillage alimentaire. Donc, il ne faut pas que ce choix d'emballage réutilisable amène plus de gaspillage alimentaire, étant donné que l'impact principal est au niveau de l'aliment, bien plus généralement qu'au niveau de l'emballage. Pour que la réutilisation puisse être efficace et intéressant, c'est souvent intéressant qu'il y ait une filière de récupération, de traitement et de redistribution efficace qui existe entre les opérateurs, que ce soit les fournisseurs, mais aussi les utilisateurs, et éviter de démultiplier les nombres de consignes différentes pour que le consommateur puisse s'y retrouver. Et donc, dans cette optique-là, les deux intervenants suivants vont vous présenter concrètement des solutions. Avant leur intervention, je voudrais parler de deux outils que je trouve très utiles. Le premier, c'est une série de guides qu'a réalisé Bruxelles Environnement, donc le département facilitateur zéro déchet, qui donne différents conseils très pratiques et très bien faits pour comment mettre en place des pratiques zéro déchet dans des commerces alimentaires et en Horeca. Donc vous avez le lien qui est sur la diapositive que vous le recevrez du coup lorsque vous recevrez les diapos. Et donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Il donne des pistes d'action très concrètes avec des choix de fournisseurs, des prix, tout est très concret et rapidement applicable. Et parmi ces guides-là, il y en a un qui est tout récent, qui concerne la communication. Si vous voulez utiliser des emballages réutilisables, pour que ce soit intéressant au niveau écologique, il faut que les consommateurs les ramènent. S'ils ne les ramènent pas, s'ils sont jetés, c'est-à-dire que c'est reproduire les emballages. Et donc, voilà, puisque le verre à usage unique a généralement un impact moins intéressant et moins bon sur l'environnement que le plastique, eh bien, ça peut parfois s'avérer contre-productif. Et donc, c'est important de bien communiquer à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau des consommateurs, c'est leur expliquer les avantages, mais c'est aussi les encourager. Donc, il y a une série d'actions qui peuvent être faites par le commerçant auprès du consommateur pour l'inciter et pour l'inviter à ramener davantage ses consignes. Donc, encore une fois, le lien se trouve sur la diapositive que vous recevrez après la présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Marie de l'Empoteuse. Marie, c'est à toi. Merci Romain. C'était très intéressant, Jean-Michel et Romain, vos présentations. Alors, c'était super intéressant ces comparaisons des emballages à usage unique. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'annoncer qu'en Belgique, on a des nouvelles solutions aussi de réemploi qui sont de plus en plus efficaces et qui sont financièrement, économiquement rentables très rapidement.
Merci la hausse des prix des emballages à usage unique, on va pas se mentir. Mais c'est assez chouette parce que les emballages réutilisables, du coup, vous faites un investissement la première année. Vous pouvez éventuellement recevoir de l'aide des pouvoirs publics pour pouvoir encadrer cet investissement, surtout si vous avez déjà une entreprise bien en place avec des gros volumes à transitionner vers du réemploi. Et puis, une fois que c'est en place, ben, vous payez plus grand-chose. Vous payez juste le nettoyage chez vous ou ailleurs. Et ça coûte moins cher normalement que des emballages à usage unique. Ça met bien vos produits en valeur, ça les valorise bien. Je vais d'abord vous présenter les solutions de l'empotteuse, qui sont des solutions qui sont très bien adaptées pour l'ORECA et pour les tout petits transformateurs alimentaires. Quand je dis tout petit, je veux dire plusieurs centaines de produits par semaine ou par mois, à partir de plusieurs milliers. La solution qui va être présentée après Bringback est plus intéressante. Donc, quand vous êtes sur des palettes entières, on va plutôt aller vers les produits de Bringback. Et on retrouve aussi mes produits dans des commerces vrac, zéro déchet, pour des plateaux à fromage, ce genre de choses. Je travaille essentiellement avec du verre, ce qui permet de garantir qu'on a moins de gaspillage alimentaire parce que ça conserve super bien les aliments. Il n'y a pas du tout de migration comme on l'a vu tout à l'heure. Et alors, il y a l'avantage de la transparence qui est bien d'un point de vue marketing, évidemment, mais qui est chouette aussi quand on ouvre son frigo pour ne pas oublier les aliments. Ça joue, mine de rien, ça joue quand même assez bien. On va commencer la présentation. Je me présente moi. Oui, je me suis lancée en mars 2020. Voilà. C'est un réseau belge. Donc, toute la Belgique partage les mêmes standards de consigne. Il y a une dizaine de contenants en tout. C'est les mêmes partout. On ne peut pas mettre des étiquettes dessus, des étiquettes permanentes dessus. Donc, ça doit rester pratique et confortable pour les commerçants et pour les utilisateurs. Et j'ai vraiment un accompagnement professionnel pour chaque entreprise, pour chaque établissement, petit ou grand, pour trouver la bonne solution de circularité à l'échelle de vos besoins. Aujourd'hui, on va étudier 2 cas pratiques. Un qui s'appelle le Tandem Fils Café Vélo, c'est un restaurant. Le deuxième, Coetou, c'est un glacier. On va voir un peu comment le fonctionnement en réseau a permis d'avoir des avantages pour eux et combien ça leur a coûté de mettre en place une solution de réemploi. C'est tous les deux des clients qui ont commencé à travailler avec moi en janvier 2021. On va parler très rapidement du choix des contenants, des problèmes de stockage et de logistique pour ne pas générer plus d'impact carbone que si on avait utilisé un emballage jetable. Et pour les questions techniques, on va vraiment les survoler. Je reste à votre disposition après si vous avez besoin de poser plus de questions. Le Tandem, c'est un café qui est situé, comme son nom l'indique, le long d'une piste cyclable à Saint-Josse-ten-Noode. Et c'était un peu un défi au début parce que certains des plats que je propose, le premier qu'on voit ici sur la photo, ne sont pas hermétiques. Donc, on a dû trouver un peu une solution pour répondre à ce challenge-là. Par contre, on a quand même réussi à convaincre la clientèle à pas très très loin de 100%. Je pense que 98-99% des clients sont très très contents d'utiliser des contenants réutilisables. Les 2 ou 3% qui restent, tant pis pour eux, parce qu'il n'y a pas d'alternative au Tandem. Ils ont vraiment décidé de jouer que la carte de réemploi. Au niveau du choix des contenants, ils ont choisi des lunchbox de 2 sortes différentes, des pots qui sont pour leur part hermétiques, et des gobelets consignés, réutilisables. C'est des gobelets qui conviennent bien pour les boissons chaudes ou froides et qui sont testés pour ne pas avoir de migration. On a eu un petit défi au niveau, comme je disais, de ce plastique qui n'est pas hermétique. Quand ils mettent quelque chose de vraiment liquide, comme on voit là sur la photo, ils ont fini par proposer un autre plat en parallèle, un plat similaire, mais avec un couvercle qui a des joints et des clips. Mais ça coûte plus cher et on a du coup une moins bonne adhésion de la clientèle, donc ils les gardent vraiment pour les cyclistes. Sinon, la grande majorité des clients vont choisir ces plats-là et vont avoir vraiment aucun problème avec. Alors, il y a un challenge particulier au Tandem, c'est une cantine qui est située au milieu d'un immeuble de bureaux, de plusieurs immeubles de bureaux. Ils ont une clientèle quotidienne qui revient souvent dans la journée, l'après-midi, quand le café est plus vraiment ouvert et qui dépose les contenants. Alors, on a dû trouver une solution pour ça. On a réfléchi à pas mal de systèmes, des QR codes, des applications, des cartes de fidélité, mais on n'aime pas tout ce qui prend du temps. On a fini par trouver une solution très, très, très simple. Les clients qui prennent des plats à emporter hors du restaurant prennent un couvercle et ils payent la consigne. Les clients qui restent dans le restaurant, en général qui sont connus, qui restent dans l'immeuble de bureau et qui reviennent le jour même pour rendre leur contenant, on ne leur donne pas de couvercle, ils ne payent pas de consigne. C'est super fluide et super simple. En fait, on a réfléchi à des solutions très, très complexes, mais cette solution-là marche très, très bien. Et la clientèle quotidienne, c'est vraiment génial de travailler avec ce genre de clientèle. Moi, je trouve que
tous les restaurants qui servent une clientèle quotidienne ou hebdomadaire, mettons quelqu'un qui va tous les mardis avec ses collègues manger dans le même restaurant, prendre ses plats emportés au même endroit, ils devraient tous avoir des solutions réutilisables parce que c'est méga simple à mettre en place pour eux et ça correspond vraiment à une attente de la clientèle et c'est très très rapidement rentable. Donc au Tandem notamment, on a 100% d'adhésion de la clientèle et ce qui est assez incroyable, 100% de taux de retour des contenants. C'est-à-dire qu'ils ont un stock de contenants, ils en ont de réserve à la cave et ils descendent jamais dans la cave. C'est vraiment comme de la vaisselle dans un restaurant normal, des assiettes et des verres. Alors, l'impact financier, du coup, est exceptionnel au Tandem. Je vais vous montrer les chiffres. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas toujours comme ça et ce n'est pas grave. On arrive à avoir un impact financier très positif avec des taux de retour plus bas, mais chez eux, pour le coup, c'est exemplaire. Je vous montre d'abord le fonctionnement financier. Donc, comme je fais, c'est une activité d'économie circulaire où je ne vends que des pots vides, des pots, des plats, des boîtes, mais je ne vends que des trucs vides. J'ai dû bien réfléchir à mon système pour qu'il soit pérenne sur le très très long terme. Comment ça fonctionne? Je vais toujours facturer au client une consigne qui va lui refacturer à ses clients, qui est là, puis qui revient, puis qui repart, puis qui revient. Donc, c'est un flux financier. Il n'y a pas de marge, il n'y a pas de TVA. Et je vais facturer en plus le service. Je le facture à la pièce, comme ça c'est très transparent, il n'y a pas de magouille. Je dis voilà, ça va être par exemple pour un pot comme ça, 70 centimes de service. Et alors lui, il va inclure ce service, il va le répartir sur plusieurs utilisations du plat. S'il utilise 5 fois le même plat, en supposant qu'il l'utilise 5 fois et puis qu'il se perd dans la nature, ça veut dire un taux de retour, je pense, de 90%. Et ben, il va devoir diviser le prix du service par 5 pour connaître le coût par utilisation. Par rapport à un contenant jetable, ça donne ceci. Ici, si on a un contenant jetable à 50 centimes, c'est ce petit pot-là, plus ou moins, pour le moment, il est en 50 centimes et 1 euro selon les volumes qu'on achète et selon la qualité qu'on choisit. Le contenant réutilisable, ici, j'ai pris un contenant similaire, de volume similaire. Il va coûter 90 centimes au premier emploi. Et on estime que le coût du nettoyage sur place, y compris main-d'œuvre, savon, électricité, eau, c'est 12 centimes. Et là, vous voyez ce que ça donne en courbe. On est toujours un peu impressionné au début. On se dit, ah, 90 centimes quand même. En fait, très, très rapidement, 90 centimes, ça devient moins cher que plein de fois 50 centimes. Donc, financièrement, déjà de base, dans un restaurant où on a un taux de retour de 50-60%, on va être situé ici. On va avoir un coût qui est inférieur au coût de réutilisation. Au Tandem, c'est exceptionnel. Ils ont un taux de retour de 100%, ils n'ont pas perdu de beaucoup. Ils ont vendu 11 450 plats en un an, avec 238 € de service chez l'empoteuse. Et donc, ça leur a coûté 2 centimes par plat. Quand je vous disais que c'était vraiment très intéressant pour un restaurant qui sert très souvent des clients réguliers, voilà, ça c'est un bon exemple. Maintenant, si on a un restaurant qui sert des clients qui doivent revenir toutes les 2 ou 3 semaines, c'est déjà pas mal. Hein. Et même si ça prend plus que 3 semaines, même si ça prend 2 mois, à partir du moment où le système est installé, où le client commence à bien revenir, on fait une bonne communication, on fidélise le client, on lui donne envie de revenir et on a très très vite un gain financier. Le deuxième exemple que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est Quetou, c'est un glacier. Mais ça, le mode de fonctionnement qu'ils ont fonctionne avec pas mal de transformations artisanales. Le mode de distribution, ça peut faire un petit peu peur au début quand on est transformateur alimentaire. C'est de se dire, oulala, moi, ça ne va pas aller parce que mes produits sont vendus dans un autre commerce et je ne peux pas gérer la consigne. Je ne comprends pas comment je vais faire la logistique. On va voir physiquement comment ça se passe. Je leur vends donc la consigne. Et comme d'habitude, même chose que pour le resto. Je vends la consigne et le service. Là, c'est glacier, je le représente comme un petit fermier parce que c'est l'image que j'ai. Il va vendre sa consigne à un client, soit un client direct dans sa petite roulotte, et le client lui ramène et récupère son euro. On a un taux de retour ici de 80%, donc c'est très, très, très bien. Le producteur nettoie lui-même son bocal. On ne fait pas d'aller-retour. On pourrait, mais ça coûterait plus cher. C'est beaucoup plus intéressant pour lui de nettoyer lui-même. Il passe ça au lave-vaisselle. Hop. En fait, c'est des casiers lave-vaisselle. Il les range déjà à l'envers. Il les range. Il sépare bien le sale du propre, comme on a vu tout à l'heure. Il les passe au lave-vaisselle. Il fait une vérification visuelle pour vérifier qu'il n'y a rien qui est cassé et qu'il n'y a pas de résidus alimentaires. Et il est bon pour refaire sa production. Donc, ça reste dans sa cuisine. C'est extrêmement facile. Il n'y a pas d'administratif à faire. Donc, c'est très fluide. L'autre solution, c'est quand il vend son petit pot chez un de ses commerces partenaires, souvent des magasins bio. Le commerce vend le petit pot à un client, il récupère les consignes. Ils ont l'habitude de le faire. Hein. Ils le font déjà pour les bouteilles, pour beaucoup de boissons. Moi, je fournis des petits supports de com.
ils récupèrent les consignes. Et alors, c'est au moment du même transport, au moment où le fournisseur va livrer des pots pleins, qui reprend les pots vides. Donc, on évite d'avoir un impact carbone supplémentaire, d'avoir un transport externalisé. Ça, c'est vraiment la solution idéale en point de vue écologique. On pourrait difficilement faire mieux parce qu'il n'y a vraiment pas de transport en plus qui est occasionné et le nettoyage coûte, en termes carbone, coûte vraiment beaucoup moins cher que n'importe quel emballage jetable. Au niveau du choix des contenants, chez Coetou, ils avaient choisi ce pot 500 ml. Ça fait 1 an et demi qu'ils l'utilisent, ils en sont super contents. Ils avaient choisi le 200 ml qu'on voit ici à droite tout au début. Et puis ils sont revenus dessus et me les ont rendus. Et parce qu'ils ont craqué pour celui-là que j'ai ajouté plus récemment à la gamme. Et ils ont eu raison. En fait, ils ont fait quelque chose que j'encourage mes clients à faire, c'est profiter du fait qu'on est en réseau, qu'on est un grand réseau de partenaires et que rien n'est jamais jeté. Chez moi, j'ai pas de poubelle à l'entrepôt. Donc, on récupère les pots, on les relave, on les remet dans le stock et un autre client les prendra. Et du coup, ils ont pu choisir un autre contenant sans engager trop de frais supplémentaires. Ils ont repayé le frais de service, ce qui est normal, mais ça ne leur a pas coûté un bras. Romain m'a demandé de parler des problèmes qu'on a eu avec les clients et comment on les a résolus. Et ben, honnêtement, avec ce client, on a galéré pour les étiquettes. On a eu des apprentissages à faire. On a testé plusieurs types d'étiquettes qui au début fonctionnaient bien et puis soit elles ne résistaient pas bien à la congélation, soit elles résistaient trop bien après la congélation, soit de manière générale toutes les étiquettes papier qu'on a testées après passage de la vaisselle devenaient permanentes, ce qui est vraiment l'enfer et c'est très difficile de faire partir les étiquettes. Heureusement, ça fait 2 ans que j'ai lancé l'activité, j'ai eu le temps d'affiner mon service. Et maintenant, j'ai des solutions d'étiquetage à proposer qui sont à la fois industrialisables, efficaces, qui s'enlèvent facilement et même qui sont recyclables. Ça, c'est pas le rêve absolu. Mais ça a pris très longtemps de trouver les bonnes solutions pour les bons produits. Donc là, on a perdu du temps. Mais j'étais contente que le producteur, du coup, s'accroche et accepte de tester et de gratter un peu jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Aujourd'hui, on a trouvé vraiment des solutions qui sont bien commercialisables. Au niveau du coût total du système, voilà de nouveau un graphique où on compare le réemploi, 75 centimes au premier emploi. Ici, c'est pour un pot comme ça. 12 centimes, c'est le coût évalué du nettoyage chez eux. De nouveau, même estimation pour un restaurant. Et 10 centimes, c'est le prix de l'étiquette qui s'enlève facilement à l'eau chaude qu'ils ont acheté dans des quantités qui sont abordables pour eux. Ils n'en ont pas acheté 2 millions. Donc, ça leur coûte 10 centimes. En comparaison, un contenant jetable de ce type-là, pour le moment, ça coûte 50 centimes. Donc, voilà, de nouveau, la courbe, elle monte beaucoup plus vite en contenant jetable qu'en réemploi. Ils ont un taux de retour de 40% en commerce et du coup, ils se situent plus ou moins ici par rapport au réemploi idéal. Le réemploi idéal, c'est à partir de 50%, hein, donc 2 utilisations par pot minimum. 40%, c'est pas encore top. Donc, je leur ai proposé de faire une petite campagne de communication. J'ai des outils aussi pour ça, pour booster le taux de retour et donc augmenter leur rentabilité. Sur les produits qu'ils revendent dans leur remorque, ils ont un taux de retour de 80%. Donc, un bocal est utilisé 4 fois avant de disparaître. Sur 4 réemplois, on voit qu'il y a une grosse différence de prix. C'est vraiment très intéressant pour eux. C'est intéressant, je trouve, de voir ça visuellement en graphique parce qu'on voit quels sont les objectifs. L'objectif de circularité, de réemploi évolue vraiment en parallèle avec l'objectif écologique. Un pot en verre comme ça, pour pouvoir être plus écologique qu'un pot comme ça, grosso modo, hein, à la grosse mouche, il faut affiner un peu le calcul selon les matériaux, selon les transports, etc. Mais grosso modo, d'après une étude de Bruxelles Environnement, il faut compter 17 réemplois. 17 réemplois, c'est rien du tout pour du verre traité, parce que le verre traité, c'est quasi éternel tant qu'on ne fracasse pas par terre, et il faut déjà y aller. Donc, 17 réemplois, on peut y arriver. Le but, c'est d'y arriver le plus vite possible, évidemment. Et donc, l'enjeu écologique et l'enjeu économique se rejoignent, comme on le voit sur ce graphique. Par contre, si ce producteur avait décidé d'externaliser son nettoyage chez l'empoteuse, c'est possible aussi. Et pour moi, je facture le même prix, ou si c'est des gros volumes, je peux faire des petites réductions, mais pas colossales. Voilà, il utilise un bocal, mettons que ça lui coûte 65 centimes. À chaque utilisation, je vais lui refacturer 65 centimes. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus cher qu'un contenant jetable. Donc, il y a des clients qui choisissent de le faire dans des situations bien concrètes, bien particulières. Ce n'est pas la solution que je recommande le plus. Peut-être que dans le futur, mais notamment ce qu'on va voir avec Bringback tout à l'heure, qui a une station de lavage beaucoup plus automatisée que la mienne, on va pouvoir atteindre des meilleurs prix. Ici, pour le moment, avec la complexité logistique qui n'est pas encore tout à fait en place, on n'a pas encore atteint la masse critique et l'échelle qui permet de rendre ce service aussi économique qu'on le voudrait.
ça coûte encore un petit peu plus cher d'externaliser son nettoyage. Alors, les richesses du fonctionnement en réseau. Ici, on va lire l'histoire d'un pot qui est arrivé au magasin Vrac, qui a été vendu à Monsieur Dupont. Et Monsieur Dupont était un peu distrait, comme le pot est standardisé, il est le même partout. Il l'a ramené à la fourchette, à la bonne fourchette. C'est pas là qu'il l'a acheté. Mais en fait, comme les pots sont standardisés et identiques partout, c'est absolument pas un problème. Il a récupéré 1 €, il a récupéré sa consigne, donc lui, il est tranquille. Et la bonne fourchette, il a un pot qui vaut 1 €. Soit il va pouvoir le réutiliser pour un autre client, s'il fait des salades dans le même pot, tant mieux. Soit il rappelle son voisin machin dans le vrac et il dit « Ah, ben, excuse-moi, j'ai récupéré un pot sans faire exprès, je te le passe souvent, c'est pas 1 ou 2, c'est quand il en a 10 ou 20, il dit « Ah, ben, je passe chez toi tout à l'heure et je te les rends. » Et alors, il rend les 10 ou 20 € pour que tout est réglé tout de suite. Donc, pas d'application, pas de QR code, pas de smartphone, pas d'abonnement. C'est très, très simple. Ou alors, la prochaine fois que l'empoteuse viendra lui livrer des plats, il me dit « Tiens, j'ai récupéré ce pot-là, je ne m'en sers pas. » Je lui reprends et je rembourse 1 €. Ça reste super simple et fluide. On a donc une très large gamme de contenants. Chacun peut prendre juste ce qu'il lui faut. Il y a vraiment un contenant pour chaque utilisation. Et je viens encore d'en ajouter à ma gamme, on va voir tout à la fin. Donc, il y a vraiment pour chaque aliment, il y a moyen de trouver le contenant qui convient bien. Un prix standardisé. On a la fidélisation de la clientèle au sein d'un réseau zéro déchet, pas forcément d'un commerce, mais de 2 ou 3 commerces qui partagent ensemble les mêmes clients et qui vont très très bien renforcer l'effet de communauté, qui fait que les clients vont plus facilement aller dans un commerce zéro déchet parce qu'ils ont le petit pot, il est déjà taré, c'est pratique. Et puis quand ils viennent et qu'ils reviennent et qu'ils sont encouragés et valorisés dans leur démarche d'achat, on a un argument marketing qu'un supermarché n'aura jamais en fait. Parce qu'on reste sur quelque chose qui correspond à beaucoup de valeurs en même temps du client et un rapport un peu plus personnel aussi. On va mieux mettre en valeur les produits avec un packaging qualitatif. On a la possibilité d'acheter en quantité modérée. Donc ça, c'est du commerçant. Il peut acheter chez l'empoteuse avec un franco qui est extrêmement bas. Je facture les frais de transport à part, comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Et il peut rendre, si à la fin de la saison de la choucroute, il n'a plus besoin de son bocal à choucroute, il peut me rendre les bocaux à choucroute et je les rembourse. Donc c'est intéressant dans pas mal de situations. On a des supports de communication communs qui sont développés par l'empoteuse. On peut toujours les personnaliser, mais c'est beaucoup de temps gagné. Et la valorisation des produits belges par un packaging qui est visuellement circulaire, local et reconnaissable. Donc aujourd'hui, les consommateurs, en tout cas dans le secteur du zéro déchet, reconnaissent très facilement un packaging réutilisable. Au niveau des contenants, je vais aller assez vite. Il y a plein de Powec, de 200 ml à 1062 ml. On peut vraiment mettre plein de choses dedans. 2 types de couvercles. Celui-là qui convient bien quand il y a un traitement thermique et celui-là qui convient bien pour tout ce qui doit être rapide, comme la vente à emporter, les courses en vrac. Il est réutilisable. Hein. Il est testé pour le réemploi et certifié pour ne pas avoir de migration. Les plats, on a 4 plats différents, 1,5 litre, 800 ml, 1,15 et 2 litres, qui est plutôt un plateau qu'un plat. Ils sont consignés à 2,50 €. Ces deux-ci peuvent aller au four. Ces deux-là résistent à un choc thermique de 70 degrés maximum, donc on peut les mettre au four, mais très très progressivement. Il y a des précautions à suivre. Des boîtes à pizza qui sont à toute nouvelle addition. J'ai un sourire à chaque fois que je les vois parce que c'est un produit pour lequel il y a énormément de demandes et c'est fabriqué en Europe. Et elles viennent de passer le certificat contact alimentaire, donc elles sont vraiment commercialisées. La consigne est à 8 €. Et elles sont parfaitement empilables et elles conviennent aussi pour des pâtisseries maximum 5 cm de haut, donc pour plein de choses en fait. Et ça, c'est un nouveau projet que je lance au mois de juillet, si tout va bien. C'est le projet B2Boîte sur des boîtes alimentaires de 6 litres et 11,3 litres. C'est vraiment orienté B2B pour les producteurs, les artisans locaux qui vendent dans des commerces zéro déchet ou qui vendent dans des magasins bio qui sont en cours de transition zéro déchet ou qui en rêvent mais qui se disent oui, mais quand même. Ici, on a quelque chose d'intéressant au niveau du gaspillage alimentaire, c'est que le joint est vraiment très épais. Et en fait, si on regarde aujourd'hui dans les commerces en vrac, il y a beaucoup de produits qui sont vendus dans un sac en plastique à l'intérieur d'un carton. Et en fait, une fois que ce sac en plastique est ouvert, imaginons des mangues séchées ou des pâtes sèches. Une fois que le sac en plastique a été ouvert, si tout n'est pas vendu assez rapidement, il n'y a rien qui vient recéler ce sac en plastique et le produit peut se dégrader. Ici, on a vraiment une étanchéité et en plus de ça, on a une visibilité sur le contenu, donc on ne risque pas d'oublier. On a une très bonne étiquette de traçabilité ici, donc ça reste visuellement au rayon, on voit tout de suite le plat où il reste des pâtes sèches. Et quand les boîtes sont vides, elles s'empilent super bien. Donc, on ne va pas prendre trop de place en magasin, on va garder le confort du commerçant. BD Cup, ça c'est les gobelets dont je vous parlais tout à l'heure, ça c'est plutôt pour l'Oreca.
Et voilà. Au niveau des questions techniques, toutes les questions liées au stockage, à la logistique, à l'étiquetage permanent de l'empoteuse, comme on voit là, ou l'étiquetage temporaire du client, du partenaire. On doit bien voir l'étiquette, on doit bien avoir toutes les infos, le marketing aussi, les infos obligatoires. Mais il faut aussi que cette étiquette, elle puisse s'enlever facilement au lavage. Donc, elle ne doit pas s'enlever trop facilement au magasin, mais quand on passe au lave-vaisselle, elle doit absolument partir. Là, j'ai des listes de contacts et des conseils à vous donner. Les infos relatives à l'hygiène, mais on en a déjà eu beaucoup tout à l'heure, aux couvercles, notamment les couvercles qu'on doit remplacer ou pas. La communication vis-à-vis des clients et comment bien faire adhérer la clientèle au processus. En général, ça se passe très, très bien. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup, Marie, pour cette belle présentation. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, je vous invite à les poser à la séance de questions-réponses qui arrivera en fin de présentation. Et sans transition, je vais laisser maintenant la parole à Laurent de Bringback qui va nous présenter son projet. Bonjour. Donc, tout d'abord, merci à Marie et Jean-Michel pour vos présentations et à Romain. Donc, voilà, je vais vous présenter Bringback, un emballage un service d'emballage circulaire, donc principalement pour des emballages en verre et tout à fait complémentaire par rapport au service de l'empoteuse de Marie. Alors, ça c'est le sujet sur lequel je travaille depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici un conteneur rempli de verre, de déchets de verre. On voit que, voilà, ce sont les emballages que nous avons tous rapportés à la bulle à verre. Gentiment, nous avons fait notre tri, donc ça c'est très bien. Et donc, quand on entend parler de recyclage, on se dit a priori, ok, c'est super, c'est ce qu'il faut faire. Oui, certes, c'est mieux que de le jeter dans la nature ou de ne pas faire son tri, ça c'est sûr. Mais certains processus de recyclage peuvent être très polluants dans le sens qu'ils sont très énergivores. En fait, ici, le verre, il va être fondu. Il va être fondu à 1500 degrés durant 24 heures et ça consomme, 1500 degrés, on entend bien que ça consomme énormément d'énergie. Et donc, en fait, j'étais tombé sur plusieurs analyses il y a 2 ans qui disaient que recycler le verre consomme ou émet plutôt 5 fois plus de gaz à effet de serre que la réutilisation du verre. Et donc là, je me suis dit, OK, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas alors? Vu que les emballages en verre réutilisables, c'est vraiment rien de nouveau en Belgique. On le connaît principalement des secteurs des eaux et secteurs des bières. Et donc, je me disais, OK, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Et rapidement, voilà, j'ai compris que laver des emballages soi-même, c'est pas du tout le corps de métier d'un producteur. Il faut être une très, très grande usine pour pouvoir se permettre ce type d'installation. Et donc, voilà, ici, ce que nous proposons donc, c'est un service d'emballage alimentaire circulaire aux producteurs alimentaires pour qu'ils puissent adopter le zéro déchet d'un côté facilement et d'autre côté, un emballage avec une empreinte carbone plus faible. Alors ici, comme Jean-Michel a présenté sur un de ses premiers slides, ça dépend toujours avec quoi est-ce qu'on compare. Une empreinte carbone plus faible par rapport au verre jetable. Comme Marie a dit tout à l'heure en commentaire, le verre réutilisé émet moins de gaz à effet de serre que le verre jeté. Peut-être ici 2-3 mots, et Jean-Michel n'hésite vraiment pas d'intervenir si tu as d'autres informations. On se base sur des analyses de cycle de vie comparatifs qui ont été faits, entre autres, par exemple, par l'ADEME, qui est l'organisme de transition écologique français, et qui sont donc des organismes professionnels et indépendants. Ils n'ont ni un avantage de pousser pour le recyclage ou pour la réutilisation. Ces analyses de cycle de vie disent donc qu'on épargne jusqu'à 80% de CO2 en réutilisant les emballages en verre par rapport à utiliser des emballages en verre jetables. Cela est juste si on respecte certaines variables. Les variables sont par exemple la distance. Ici, dans l'analyse, on parlait d'une distance d'environ 200-300 km de zone de chalandise. On parlait qu'il faut un certain nombre
un certain nombre de réutilisations. Ici, il parlait de 17 réutilisations. Alors, il faut savoir que certains pools sont carrément beaucoup mieux que ça. Par exemple, le pool des bouteilles bière belges, je pense qu'on tourne à 25 réutilisations en moyenne. Donc, voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de paramètres à respecter pour que ça fasse du sens, surtout la distance. Et la distance, en Belgique, vu qu'on est un petit pays, on la respecte par défaut. Alors, service d'emballage alimentaire, comment est-ce que ça fonctionne? Le fonctionnement est le suivant. Donc, actuellement, c'est quoi le fonctionnement si un producteur travaille avec un emballage jetable? Il achète son emballage, il verse son produit, il l'utilise pour la vente et pour la commercialisation de son produit. Ça part au point de vente, le consommateur l'achète. Il n'y a pas de consigne. Donc, après consommation, il le jette à la bulle à verre et de là, c'est recyclé. Avec notre système, nous devenons fournisseurs en emballage du producteur. Nous lui livrons des emballages prêts à l'emploi, que ce soit des propres ou des lavés, que ce soit des neufs ou des lavés, pardon. Ils sont prêts à l'emploi, donc c'est ce que le producteur a besoin. Nous livrons les emballages, nous livrons des caisses de transport adaptées, des caisses de transport réutilisables, ce qui permet d'avoir une structure de transport, même pour la collecte, et également, évidemment, d'éviter les emballages secondaires jetables comme le carton ou les films plastiques. Ça part au point de vente. Du point de vente, le consommateur vient l'acheter. Il paye une consigne, exactement comme dans le système de Marie. Grâce à la consigne, c'est cette petite valeur psychologique, on va dire, qui le rappelle au consommateur de bien rapporter son emballage. Des points de vente, nous organisons la collecte, la logistique de retour jusque chez nous. Arriver chez nous, c'est donc trier, laver, contrôler est-ce qu'il n'y a pas de fissures, est-ce qu'il n'y a pas des corps étrangers, est-ce qu'il n'y a pas de liquide résiduel, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est microbiologiquement propre, est-ce que c'est sec, est-ce qu'il n'y a pas encore des restes chimiques du processus de lavage. Et ensuite, après avoir été inspectés, ils sont repalettisés sur intercalaire sous housse thermorétractée, donc vraiment comme quand les emballages en verre viennent du verrier. Alors, dans nos services, le service que je viens de vous expliquer, c'est le service clé en main, où nous sommes fournisseurs d'emballage et où nous nous occupons également de la collecte des vidanges des points de vente. Alors, c'est le service qui est le plus facile pour le consommateur. Par contre, c'est également le service le plus complexe à mettre en place pour nous. Dans le sens, surtout la partie logistique de retour, c'est encore quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, nous ne pouvons pas proposer ça de tous les magasins. C'est en train de se mettre en place sur les magasins bio en Belgique, sur la Wallonie pour l'été. Et puis, le reste du pays va suivre. Bruxelles va suivre juste après et ensuite la Flandre. Mais c'est le service clé en main qui est le plus facile quelque part pour le consommateur parce que le consommateur, à part les étiquettes, il ne doit rien changer. Il reçoit des emballages prêts à l'emploi, il reçoit un emballage secondaire adapté avec et il ne doit pas s'occuper de la logistique de retour, de la collecte, etc. Il ne voit pas les vidanges sales. Il n'y a pas de contamination croisée entre les vidanges sales et les produits propres. Comme Romain l'a dit au début, il faut bien les séparer. Et donc, c'est vraiment ce qui permet aux producteurs d'adopter facilement un emballage réutilisable. Notre deuxième service qu'on propose, et c'est celui-là qu'on propose le plus pour le moment, c'est le service de lavage à façon. Ça veut dire qu'on lave pour des producteurs qui ont leurs propres emballages ou qui les achètent de leur côté, qui s'occupent eux-mêmes de la collecte des différents points de vente, donc de la logistique de retour via leurs distributeurs et grossistes. Et quand ils ont X palettes de bouteilles ou de bocaux à laver sur leur parking, ils nous appellent, on envoie un transporteur, ça arrive chez nous, c'est trié, lavé, contrôlé et puis de nouveau repalettisé et on leur le retrouve. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas mal pour le moment pour des brasseries, etc. Alors, où est-ce qu'on en est pour le moment? Donc, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Et depuis février, nous avons notre propre centre de lavage permettant de laver la majorité des bocaux et la majorité des bouteilles. Et ce centre de lavage se trouve à Herstal. C'est un centre de lavage qu'on fait ensemble avec notre
notre partenaire opérationnel qui est le groupe Terre. C'est un grand groupe industriel d'environ 450 ouvriers. Et c'est un groupe, c'est une ASBL avec 11 filiales. Et nous sommes quelque part la 12e filiale, on va dire. C'est un groupe en économie sociale avec des ouvriers en insertion. Et à droite, nous voyons une petite carte où nous avons pris Herstal plus un rayon de 200 km où la réutilisation d'emballage en verre a donc un réel avantage écologique conséquent par rapport aux verres jetables. Et on voit qu'avec cela, nous couvrons la Belgique, le Luxembourg et une grande partie des Pays-Bas. Nous sommes à Herstal, nous sommes à 11 km des Pays-Bas. Donc voilà. Ah, c'est pas juste. Oh, pardon. Ici, c'était. Alors, notre gamme, ça c'est notre gamme pour notre service clé en main. Nous avons donc 4 bocaux différents pour couvrir les différents besoins. Nous avons une multitude de bouteilles pour couvrir également les différents besoins. Des bouteilles pour des bières, des bouteilles pour des jus, des bouteilles pour des limonades, etc. Cette gamme va encore évoluer, ça c'est sûr. Mais ça permet déjà de couvrir les différents besoins, les différentes quantités, les différents volumes. Alors, comment travailler avec nous? Donc, comme Marie disait aussi, c'est vraiment facile. En tout cas, on essaie de le faire au plus facile, dans le sens que nous prenons en charge toute la partie déjà sur le lavage, qui est, on va dire, la partie la plus complexe et la plus compliquée. Ici, voici un petit guide de comment procéder. Première chose qu'il faut se poser, la première question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on organise la logistique de collecte? Est-ce que c'est le producteur qui fait de la livraison en direct et dans ce cas-là, il peut, quand il fait la prochaine livraison, reprendre les vidanges? Pour les magasins bio, comme je disais, nous sommes en train de travailler avec un partenaire grossiste qui lui fait le tour ou qui va faire le tour des magasins bio pour livrer du plein, donc des produits pleins, qui va pouvoir reprendre nos vidanges ou les vidanges qui doivent finir chez Bringback. Les fins de journée, ils s'arrêtent chez nous et déchargent et arriver chez nous, on trie, etc. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place pour la Wallonie pour l'été, pour Bruxelles pour fin d'année et pour la Flandre début d'année prochaine. Et à partir de là, on pourrait vraiment offrir ce service clé en main sur la partie magasin bio. Alors, pour les grandes surfaces, chez eux, pas besoin de s'inquiéter de la logistique de la collecte. C'est les pros de la logistique, on va dire. Ils ont tous leur centrale. Et donc, par exemple, aujourd'hui, pour une brasserie, il y a un camion qui appartient à la centrale de Deleuze, à Niort, qui va nous retourner un camion de bouteilles à laver. Donc là, c'est très facile. La deuxième question à se poser, c'est quel contenant? Quel volume est-ce que vous avez besoin? Quel type de fermeture est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez un certain design souhaité? Et là, c'est toujours un point où il faut se poser, où il faut prendre un choix, dans le sens que nous ne pouvons pas avoir 36 modèles différents. Nous essayons déjà d'avoir une gamme assez large. Mais bon, la clé de la consigne, c'est la standardisation. Plus c'est standardisé, mieux sont les taux de retour, plus c'est facile pour les consommateurs, plus c'est facile pour les magasins qui doivent moins faire de tri. Et donc, mieux ça fonctionne et donc, mieux est l'avantage écologique qui est finalement atteint. Alors, ensuite, il faut choisir le service. Est-ce que c'est plutôt le service clé en main ou le service lavage à façon de notre côté? Et puis, il faut adapter les étiquettes. Le mieux, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les étiquettes en papier à colle humide, mais pour ça, il faut avoir une étiquetteuse en colleuse. Ça veut dire que c'est l'étiquetteuse qui rajoute la colle. C'est une colle à base de protéines caséine, et ça, c'est vraiment ce qui s'enlève le mieux. Mais nous avons également des fournisseurs qui savent fournir des étiquettes autocollantes. Si vous êtes déjà équipé d'une étiquetteuse autocollante, il y a également des solutions qui existent et qui s'enlèvent bien dans notre laveuse. Le sujet des étiquettes est vraiment important parce que s'il y a beaucoup de solutions qui sont soi-disant des solutions, mais qui dans les faits fonctionnent très très mal. Et donc, si les emballages, on les retourne jusque chez nous pour qu'on les lave et pour que l'étiquette ne s'enlève pas, alors
ça sert vraiment à rien parce qu'alors, voilà, on a fait véhiculer des vidanges pour qu'ils, au final, finissent quand même dans le recyclage. Pourquoi travailler avec nous? Alors, premièrement, ça permet d'épargner des déchets. Si on parle de 25 réutilisations, ça veut dire 24 fois moins de déchets. Donc, voilà, quand je vois les photos du 6e continent, qui étaient encore bien choquants, voilà, c'est vraiment un argument clé. Et évidemment, l'impact carbone, qui est jusqu'à 5 fois moins élevé par rapport au verre jetable. Hein, de nouveau, je ne compare pas ici avec du plastique, je ne compare pas avec l'aluminium. On compare vraiment pour les gens qui travaillent actuellement avec un emballage en verre jetable, que là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus écologique de travailler avec un emballage en verre réutilisable. Améliorer son attractivité vis-à-vis du consommateur en... pardon. Désolé, j'ai quelques coups de fil. En communiquant bien sur les avantages écologiques qui y sont liés. Voilà, comme je disais, notre partenaire opérationnel, c'est un groupe industriel en économie sociale et donc travailler avec nous permet de créer de l'emploi social et également local. Qu'est-ce que je veux dire par local? Avec cela, je veux dire que, voilà, vu que ça fait que du sens dans un rayon très très proche, donc environ 200 km, 200-300 km, où c'est là où ça fait le plus de sens plutôt. Nous n'allons jamais mettre notre centre de lavage, par exemple, en Chine, le jour où nous avons beaucoup de volume, parce que ça ferait tout simplement aucun sens. Et nous sommes une entreprise qui... allez, quand j'ai créé le projet Bring Back, c'est vraiment pour avoir un impact positif sur la planète et pas l'inverse. De plus, il faut savoir que le verre recyclé, ce n'est pas juste quelque chose qui est très, très polluant en termes de consommation d'énergie, mais également, c'est quelque chose qui se fait presque plus en Belgique. Je pense que nous avons encore un verrier, mais lui, il fait uniquement des bouteilles spiritueuses. Donc, ça veut dire, au niveau tissu économique, le recyclage, c'est également de l'argent qui quitte notre pays. Et nous avons une très, très, très forte dépendance en termes d'importation de matières premières, importation de bocaux et de bouteilles qui ne sont jamais faites en Belgique. Et donc, réutiliser permet de diminuer fortement cette dépendance de l'étranger. Et en plus, ça c'est quand même une chance que nous avons en Belgique, les producteurs payent des taxes sur les emballages, que ce soit tout simplement les taxes FOS+, pour assurer la responsabilité élargie des producteurs, mais également l'écotaxe qui est malheureusement uniquement pour le secteur des boissons, mais qui est une taxe très très élevée. On peut l'épargner, en tout cas épargner une partie de cela quand on travaille avec des emballages réutilisables. Et ça permet d'autant plus évidemment d'avoir des avantages économiques de passer à un emballage réutilisable et à la place de payer des taxes, plutôt soutenir un système vertueux pour aller socialement et écologiquement. Alors voilà, restons en contact. Si vous avez des questions, voici mon adresse mail, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Laurent pour cette belle présentation. Passons maintenant à la conclusion. Donc, pour revenir au point sur la sécurité alimentaire, au moment d'acheter un nouvel emballage, il y a une série de questions à se poser. Tout d'abord, est-ce que le fournisseur vous a bien remis une déclaration de conformité? Est-ce qu'il vous a aussi remis les tests de migration qu'il a fait sur ce matériau d'emballage, ainsi que les fiches techniques et les instructions d'utilisation? Demandez-vous aussi quelles procédures vous devrez mettre en place pour que l'emballage ne mette pas en danger la santé du consommateur. Et donc, je fais notamment référence aux procédures pour vérifier le bon état de vos emballages, mais aussi quoi faire en cas de bris de verre ou de céramique ou de plastique dur. On a vu que l'impact environnemental des emballages est déterminé par plusieurs paramètres, que ce soit au niveau de leur production, au niveau de leur transport, donc de leur distance de transport, mais du moyen de transport aussi, au niveau des différentes filières de réutilisation ou de recyclage qui existent. Ça dépendra aussi du taux de collecte et de réutilisation pour les emballages réutilisables. Et donc, on a vu différents critères sur lesquels se baser pour choisir un emballage. Parmi ces critères, on a vu que le plastique
a parfois sa place dans certains cas, et donc ce n'est pas un emballage à bannir. On a tendance à avoir une image assez négative sur ce matériau qui, dans certains cas, peut être plus intéressant que d'autres matériaux, qu'on a tendance à avoir comme réputation d'être plus écologique. Attention aussi au gaspillage alimentaire, donc je le dis une dernière fois, mais ça me paraît quand même important de se rappeler que l'aliment est le poste qui a l'impact environnemental le plus important, et donc emballage durable, réutilisable, très bien, à condition de ne pas gaspiller davantage. On a vu qu'il y avait plusieurs avantages dus au fait de mettre en place des pratiques d'emballage durable. Parmi ces avantages, il y a notamment l'image que vous aurez auprès de vos clients qui sera bien améliorée, mais aussi au niveau des emballages réutilisables, vous allez pouvoir faire des économies dans un cas de taux de retour assez élevé, mais aussi vous pourrez fidéliser vos clients qui ont ces consignes chez eux et qui savent qu'ils doivent revenir chez vous pour les ramener. Et je vais maintenant passer à la séance de questions-réponses. Et donc, je vous écoute. On va commencer par prendre les questions qui se trouvent dans le chat. Je vais regarder s'il y en a quelques-unes. Il me semble que tout était assez clair. Est-ce que si d'autres personnes... Oh, oui, je vois une question de Kim Lebeau. Pourriez-vous mettre le lien pour les formations dans le chat aussi? Ok, je ferai ça, pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant à prendre la parole. Vous pouvez allumer votre micro et poser vos questions à l'intervenant de votre choix. Oui, moi j'ai une question pour Jean-Michel. C'est Marie de l'Empoteuse. J'ai reçu des informations contradictoires sur la recyclabilité des boîtes à pizza. Il y en a qui disent qu'elles ne sont pas recyclables à cause des petits résidus alimentaires qui restent dessus. Et d'autres qui disent oui, non, c'est bon, on peut les essuyer un coup et les mettre comme ça. Évidemment, moi j'ai annoncé des boîtes à pizza réutilisables, mais on va sans doute me poser souvent la question, donc je serais intéressée d'avoir votre avis. Oui, effectivement, c'est un sujet assez délicat parce que, là, effectivement, une fois qu'il y a que le papier et carton est trop contaminé par surtout le gras des pizzas, ça devient problématique pour la recyclabilité. Alors ici, c'est en train un peu de changer. Avant, c'était pas du tout recyclable. Maintenant, il y a un certain degré de tolérance, mais il n'est pas défini de manière claire. Et donc, c'est quelque chose encore un petit peu en transition pour vraiment savoir s'ils peuvent être totalement acceptés ou seulement ceux qui assureront une contamination relativement faible. Donc, malheureusement, je n'ai pas de réponse très claire à ce niveau-là. Ça rejoint un petit peu ce que j'avais entendu. Moi, c'est pas grave, je pense que ma solution, du coup, sera d'autant mieux acceptée. Merci beaucoup. Ouais, c'est très intéressant en tout cas ce que vous proposez. Hein. Donc, je pense que peut-être que je vous recontacterai par la suite pour éventuellement répondre à des demandes de clients. Avec plaisir, merci. J'ai une question de Julia Kova. Avez-vous des solutions écologiques pour le transport B2B de poissons sur glace, autres que les boîtes en polystyrène? Est-ce que quelqu'un parmi vous a une réponse à donner? On pourrait faire un test avec mes nouvelles boîtes B2Boîte à partir du mois de juillet, Julia. Ok, mais donc dans ce cas, n'hésitez pas à prendre contact avec les différents intervenants si vous souhaitez en savoir plus à ce niveau-là. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, mais aussi prenez la parole si vous préférez. Si pour vous c'est plus simple, on peut faire comme ça aussi. Je vois qu'il y a une question de Nadine. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, je souhaiterais savoir, c'est très intéressant d'avoir la partie théorique générale et ensuite des propositions concrètes pour pouvoir visualiser. Voilà. Moi, je suis productrice fruitière. J'essaye d'être je suis évidemment en zéro déchet, en économie circulaire. Donc, je démarre sur Bruxelles après plusieurs expérimentations. Moi, ma question, c'est qu'il y a un volet pédagogique dans ce que je fais. Je ne sais pas quels sont les arguments que je dois donner pour expliquer qu'au final, malgré les diapos très intéressantes avec
la problématique de sixième continent à cause des collectivités qui ont vendu les déchets à tel ou tel pays et ça se retrouve à tel endroit. Je ne sais pas comment, au niveau pédagogique, expliquer aux gens qu'au final, le plastique peut être moins polluant. Donc, c'est soit une comptabilité analytique, mais quand les gens n'ont pas le temps, ils veulent faire un effort, ils n'ont pas beaucoup de temps sur place parce que tout le monde est très pris par le temps. C'est pas évident. Je trouve qu'il devrait y avoir un argumentaire fait de manière différente pour que les gens soient convaincus. Moi-même, je ne suis pas encore convaincue. Et donc ça, c'était la première remarque par rapport au plastique, parce que c'est un peu étonnant. Et ensuite, j'avais une question par rapport à pourquoi on parle tout le temps de recyclable. Je sais que c'est toute une filière. Moi, j'étais longtemps en France. C'est une filière qui existe depuis longtemps et qui tourne. Mais ne croyez-vous pas que les gens sont dans des pratiques, ceux qui ont compris l'importance de changer les comportements, les consommateurs, de plus en plus, il y a des initiatives de lieux de compostage, des lieux de mutualisation. Je trouve que vous n'avez pas assez insisté sur tout ce qui est compostable et il a été plus mis l'accent sur le recyclable. Et ça, je tique un petit peu. Ici, encore une fois, dans la présentation, ce qu'on a mis, c'est qu'il y a les deux aspects à regarder. Si c'est l'aspect bilan carbone, eh bien, le compostable est à éviter absolument parce que ce sera ça le pire, parce que c'est une mono-utilisation et une perte même on ne récupère même pas l'énergie. Donc au final, c'est pire que l'incinération au niveau bilan carbone. Maintenant, il y a aussi cet aspect génération de déchets. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément, pour certains cas, il n'y a pas de solution miracle. Moi, je parle les deux solutions qui sont vraiment possibles, c'est le papier-carton et les bioplastiques. Mais ce ne sont pas des solutions miracles parce que il y a des problèmes ils sont beaucoup moins protecteurs que les solutions actuelles. Donc, dans certains cas, ce n'est pas du tout envisageable parce que sinon, ça va créer du gaspillage alimentaire. Et surtout, la recyclabilité n'est pas assurée parce que il n'y a pas de filière pour les bioplastiques et pour le papier-carton, ça dépend quel revêtement a été mis pour assurer la protection. Donc, dans certains cas, ça n'empêche pas la recyclabilité, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais dans d'autres cas, ça empêche la recyclabilité. Dans ces cas-là, ce n'est pas bon. Et alors aussi, ces problématiques de déchets, il faut savoir aussi que l'océan de déchets, c'est principalement les déchets qui ont été créés dans les années 70, 80, 90, où il n'y avait pas du tout cette philosophie écologique, où beaucoup de gens jetaient, et il n'y avait pas de collecte qui se faisait. Maintenant, les collectes se font beaucoup mieux. Il y a de plus en plus, il y a beaucoup moins de déchets qui se retrouvent dans la nature, et donc il y a moins de génération de déchets. Et alors ici, là, moi, quand j'expliquais qu'il faut aussi privilégier la voie biodégradable et papier-carton, je trouve que c'est ce qu'il faut privilégier pour toutes les applications que j'appelle pique-nique, c'est-à-dire les applications de consommation qui se passent dans la nature pour un pique-nique ou pour autre chose. Où là, il y a un vrai danger que ce ne soit pas collecté ou que ce ne se retrouve pas dans la nature. Alors, dans toutes ces applications-là, effectivement, il faut peut-être envisager cette voie où, en plus de la recyclabilité, parce que pour moi, il faut toujours garder cet aspect-là, il faut envisager des choses qui seront également compostables. Et voilà, mais pour tous les autres, parce qu'en gros, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution idéale, unique, c'est que, par exemple, si on disait, on va faire tout en papier à carton, si on faisait tous les emballages en papier carton, il n'y aura plus de forêt dans pas longtemps. Donc, il faut aussi tenir compte aussi de cet aspect-là et que, justement, avec le verre, le plastique, le métal et le papier carton, il y a une sorte d'équilibre qui se fait par rapport aux ressources qui peuvent être disponibles. Sinon, si tout était en papier carton, ça n'irait pas. Ou si tout était en verre, il faut aussi un petit peu cet équilibre-là qui se fasse. Et donc, pour certaines applications où là, on peut assurer une collecte quasi de 100%,
réutilisable en premier et recyclable, et peu importe, là, la compostabilité ne joue pas. Excusez-moi, je me permets, au niveau, vous avez dit quelque chose, je suis productrice, donc au niveau des plantations, les arbres, quelque chose qui est renouvelable et qui est très bon qui est un climatiseur naturel, ce sont toutes les forêts. Et justement, soit ça développe les emplois et il y a une sorte de côté recyclable, mais au niveau des emplois à partir des arbres. Et il faut que de plus en plus, les gens veulent avoir conscience et comprendre la chaîne alimentaire, la chaîne de production et le climat. Les gens essayent de comprendre de plus en plus, bien que ce soit complexe. Et c'est trop facile de dire réchauffement climatique, ça n'a rien à... c'est des problèmes locaux. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous avez dit, les forêts, vous avez des essences d'arbres qui poussent plus ou moins vite. Et personnellement, de toutes mes connaissances, je suis en petite agroforesterie, c'est la solution la meilleure ou la moins pire, puisque ça, c'est renouvelable. Et Mais c'est imaginez pas que du tout le plastique. volume de plastique soit remplacé par le papier carton, les forêts ne sauront pas suivre le rythme. Mais si, parce que Et de si toute façon, on est dans vous des prêchez logiques pour de un convaincu. replantation, on est dans des logiques de reforestation pour faire en sorte de tempérer les îlots de chaleur par rapport à des problèmes d'inondation, les systèmes racinaires des arbres sont le choix excellent. Et pour moi, l'avenir, c'est de choisir tout ce qui est carton, et vous avez des essences différentes qui permettent... Excusez-moi, Madame Bustanding, désolé, mais on a d'autres questions. Et donc, oui, si vous avez encore d'autres questions, je vous mais invite à me contacter. c'était important à dire. On peut rediscuter, parce que de toute façon, c'est pas moi que vous devez convaincre, parce que nous, on est très actifs dans le papier carton aussi. Mais on a quand même un regard objectif là-dessus, et je ne privilégierai pas le papier carton pour tout, ça c'est certain. Ok, mais donc, merci beaucoup. Et donc, Madame Bustanding, si vous avez d'autres questions, voilà, vous pouvez revenir vers nous, on peut en discuter, mais il y a d'autres questions qui s'accumulent. Donc, j'ai une question de Sésame Coordination qui demande si les cartons avec le film imperméable peuvent être jetés dans les sacs jaunes. Alors, la réponse, c'est non, ou alors en tout cas, il faut qu'ils soient triés derrière en aval. Si ça vous intéresse, je vous mets dans le chat tout de suite une vidéo qui montre comment se passe le tri des déchets. Je trouve que c'est assez instructif et donc je vous invite à aller la regarder ultérieurement. Mais donc, d'une manière générale, c'est vraiment important de privilégier, de séparer au maximum les différents matériaux en fonction de leur finalité. Et donc, c'est pour ça que parmi l'éco-conception des emballages, il y a aussi le fait que les couches puissent être facilement séparables. C'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre, Jean-Michel? Ici, quand il y a film plastique ou revêtement sur le papier carton, ce qu'il faut s'assurer, c'est que il y a une séparation, mais pas une séparation manuelle, ça n'a pas besoin d'être une séparation manuelle, ça peut être une séparation qui se passe au moment de la repulpabilité. Donc, en gros, les fibres, on les met dans de l'eau et on les désintègre pour les remettre en suspension pour pouvoir refaire un papier carton après. Et il y a des screenings qui retirent ces plastiques qui sortent. Donc, on voit, nous, on étudie justement cette recyclabilité des papiers cartons et on étudie différents cas. On a des cartons avec un film plastique où tout le papier part dans le repulpage et tout le plastique se retrouve screené. Mais par contre, il y en a où les deux restent collés les uns aux autres parce que ce n'est pas les colles adéquates. Il y a une adhésion trop forte ou le papier est trop résistant à l'eau, etc. Et donc, ça dépend des cas. Il y a des cas où c'est vraiment parfait, il n'y a aucun problème là-dedans pour pouvoir le recycler. Merci. On va encore prendre la question de Thierry. Existe-t-il une offre de plastique biosourcé dont le bilan carbone est moins élevé que celui des plastiques issus du pétrole? Question en précisant du champ à l'emballage. Je crois que la plupart des matières premières agricoles utilisées sont issues de cultures non durables et le consommateur entend très fort le mot bio dans bioplastique. Mais ici, de ce qu'on a dit, que j'ai dit dans la présentation, pour que le biocarbone soit relativement bon, il faut un recyclage du plastique. Et pour l'instant, il n'y a aucun bioplastique qui ait une filière de recyclage efficace. Et donc, à l'heure actuelle, non, il n'y en a pas de bioplastique qui peut avoir un meilleur bilan carbone que les pétrosourcés. C'est seulement dans le futur. Alors, il y a plusieurs
bioplastiques. Il y a notamment le polylactide, peut-être que vous connaissez, c'est le plus connu et c'est celui qui est le plus mature. Et là, il y a des travaux qui se font pour justement apporter cette filière de recyclage. Donc d'ici quelques années, ça deviendra recyclable et ça aura un meilleur impact environnemental. Mais par contre, le polylactide, et c'est le cas de beaucoup de matériaux de bioplastiques, ils ont de très mauvaises propriétés barrières, de très mauvaises propriétés de protection. Donc tout seul, ça peut être utilisé pour les aliments qui n'ont pas besoin de protection, beaucoup de protection. Sinon, il faudra apporter autre chose. Ok, et donc moi j'ai une sous-question du coup. Est-ce que vous avez l'impression que le bioplastique, et donc en termes de biosourcé, mais aussi de compostable et biodégradable, est amené à se développer ou est peut-être justement quelque chose pour lequel on a eu un succès assez important dernièrement, mais qui est en train de tout doucement décliner? Quel est votre avis à ce niveau-là? Il est en ce moment en train de décliner quand même un petit peu. Maintenant, pour les solutions d'avenir dans les prochaines années, donc il décline par rapport à l'utilisation ou l'intérêt actuel. Par contre, il est toujours très étudié au niveau de développement pour améliorer les propriétés, pour trouver des combinaisons, parce que il y a ce problème qui n'est pas recyclé, mais aussi ce problème que les propriétés barrières mécaniques sont très mauvaises par rapport aux pétrosourcés. Et donc, il y a beaucoup de travail pour essayer justement d'arriver à ces bioplastiques qui soient vraiment compétitifs aussi au niveau protection et aussi au niveau coût. Et donc, comme j'ai mis dans la présentation, c'est vraiment une solution plutôt d'avenir. Donc, il y a des travaux qui se font, il y a encore beaucoup d'améliorations à atteindre et une réduction du coût et l'établissement de cette filière de recyclage pour vraiment avoir quelque chose qui soit vraiment intéressant écologiquement. Super. Ouais. Et encore une question de Thierry. En dehors du recyclage, le PLA a-t-il un bon bilan carbone à la production? Ça, il faudrait que je revoie encore les études, mais c'est bon, mais c'est pas non plus excellent. Si on compare avec du pétrosourcé ou voire du biosourcé, parce que il y a aussi les possibilités d'avoir du polyéthylène ou du polyéthylène terephthalate biosourcé. Le fait que ce soit du bio apporte un léger mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. En effet, je suis moins expert que vous, mais il me semble avoir lu de la documentation à ce sujet-là que la plupart des bioplastiques ne sont pas produits en Europe, c'est souvent produit dans des pays plus lointains, avec des pratiques agricoles parfois moins éco-responsables que les normes européennes. Donc c'est aussi effectivement à prendre en considération. Une question de Noémie, quand on parle de bioplastique ou d'emballage issu de produits alimentaires, n'est-ce pas aberrant d'emballer nos produits alimentaires dans des emballages issus de la food alors qu'un tiers de la population mondiale meurt de faim? Oui, généralement, justement, et c'est le cas aussi des emballages papier-carton, en fait, c'est produit à partir des sous-produits de l'alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être utilisé pour créer de l'aliment. Donc, ici, nous, en gros, moi, dans mon département, on développe de nouveaux matériaux d'emballage, on reçoit un peu tous les déchets. Donc, ou tous les résidus. Donc, tout est d'abord privilégié pour le food et le feed, c'est-à-dire l'alimentation animale. Et puis seulement après, si vraiment il n'y a aucun bénéfice à l'utiliser dans l'alimentaire et dans l'alimentation animale, eh bien, ils peuvent être développés pour les matériaux et notamment les emballages. Et donc, c'est pour vraiment rentabiliser et valoriser toute la matière issue de ces cultures alimentaires. Très bien. Il est 15 heures passées. On peut encore prendre une question ou deux si vous en avez. On va encore attendre une minute pour voir si vous avez des questions. Moi, j'ai encore une petite question. C'est plutôt quelque chose qui n'était pas très très clair. Jean-Michel, vous avez mentionné au début que c'était interdit de mentionner biodégradable ou compostable sur un emballage. Et Romain, tu as montré plusieurs logos qui mentionnaient biodégradable ou compostable. Moi, j'observe énormément chez les clients que je visite qu'ils ont des emballages qui me disent non, non, ça, il est écrit dessus que c'est compostable, que c'est recyclable. Et je n'ai pas l'impression que ce soit forcément le cas.
Est-ce qu'on a une réglementation à ce sujet-là? Est-ce que je peux aller consulter quelque chose quelque part pour avoir les idées claires? Alors, effectivement, je pense qu'en Belgique, peut-être en France aussi, mais je pense qu'en France, ça commence vraiment à se mettre en place. Je sais bien qu'en Angleterre, c'est le cas, c'est interdit. En France, il me semble que ça avance bien dans cette voie-là d'empêcher de mettre le logo compostable et biodégradable sur les emballages. En Belgique, je pense que ce n'est pas encore le cas, mais que ça va suivre Ah oui, d'accord. alors, il y a toujours un petit délai, petite inertie avant que ça soit réellement mis en place, mais ça va dans cette voie-là. Ok, super. Je peux me tromper, mais il me semble que l'interdiction de la mention biodégradable ne concerne que les plastiques pour l'instant, pas encore, par exemple, du bois, etc. C'est bien ça? C'est possible, ça, je dois dire que je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà, c'est un peu les emballages. Parce qu'il faut savoir aussi que, par exemple, les bioplastiques qui sont biodégradables par rapport au papier carton, ça l'est beaucoup moins. Certains, comme le polylactide, ils se dégradent beaucoup plus lentement. Donc, s'ils se retrouvent vraiment dans la nature, là, ça pose vraiment problème. Enfin, bon, il y a aussi des détails, c'est que aussi le polylactide, il ne se dégrade pas complètement. Il reste des microplastiques, comme on dit, qui ne sont pas complètement dégradés. Donc, c'est aussi un autre inconvénient de ces bioplastiques. C'est pour ça que les bioplastiques commencent à... Alors, il faut faire attention, les bioplastiques commencent à être un petit peu moins populaires pour cet aspect-là également. Mais il ne faut pas confondre les bioplastiques et les polymères naturels, qui sont la cellulose, donc ce qui fait de papier carton, mais aussi l'amidon, certaines protéines, etc., qui sont des polymères naturels qui, eux, ont tous les avantages, mais par contre, ne sont pas vraiment thermoplastiques, mais qui peuvent former des emballages qui, eux, seront biodégradables sans problème. Ok, merci. Nous allons en rester là. Merci à vous tous pour votre participation. Un grand merci aux intervenants pour leur présentation de qualité et très claire. J'espère qu'on se reverra bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à aller voir donc dans le chat, j'ai indiqué le lien pour l'inscription au prochain webinaire. Donc n'hésitez pas, enfin webinaire et séminaire de manière plus générale. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et bonne fin de journée. Merci à tous. Merci Romain. Merci également.